en Europe, il n'y a aucun index réel web aujourd'hui efficace. Ce qui veut dire qu'un opérateur comme, je vais prendre Mistral, mais il y en a plein d'autres, qui font l'équivalent de ChatGPT, en fait, leur data, elle vient d'ailleurs quoi qu'il arrive. Même si on avait un très bon modèle qui pourrait être utilisé, en fait, on est tributaire de la data qui vient d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment ça le principal problème. Une boîte qui coule parce qu'on n'a pas réussi à vendre un truc et on a perdu de l'argent, et tout le monde a perdu de l'argent, en fait, ça, je m'en fous. Par exemple, pour moi, c'est pas un échec. C'est malheureux, hein. Enfin, c'est un échec de boîte, mais c'est pas un échec. Voilà. Et on fera autre chose. Par contre, une relation qui. Parce que les relations humaines, en fait, il y en a peu des relations humaines très précieuses dans une vie, donc chaque fois que tu en perds une, c'est important. Ce qui me rend heureux, c'est d'avoir les moyens de travailler sur des choses qui me plaisent avec les gens que j'aime. La barrière, elle est dingue, hein. Il y a 10 ans, 15 ans, quand on parlait de fabriquer un moteur de recherche, on savait qu'il fallait mettre 50, 100 millions de dollars pour commencer à être sérieux. Maintenant, avec quelques millions, alors c'est pas zéro, hein, mais avec 2, 3, 4 millions, on peut commencer à faire des trucs très sérieux. En fait. Et ça change absolument tout. Tu fais l'audit le matin, tu le livres l'après-midi même. Enfin, tu vois, où tu fais comme ça. Donc tu peux gagner 4, 5 000 balles par jour. Ça change tout en fait. Voilà. Mais même si tu es un débutant et que tu vends ça à 1000 balles, tu es donc un débutant avec un TGM de 1000 balles. Alors, en fait, pour un débutant, c'est une esclave. Voilà. Et donc les boîtes qui sont à 2 font 1 million, j'y crois en fait à cause de ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Perronnet, un homme qui a passé plus de 20 ans à décortiquer Google et les algorithmes de Google, à comprendre comment fonctionne la recherche sur Internet et qui a décidé de repartir à zéro, voire pire, de faire compétition à ce même Google. On va en parler. Ancien Chief Science Officer chez Quant, un autre moteur de recherche que si vous ne connaissez pas, vous devez impérativement aller googler. Euh, Fondateur de Yantex Guru, de Babar Tech et aujourd'hui de Hibou. Il s'est lancé le défi complètement fou de bâtir un moteur de recherche compétiteur à Google grâce à l'intelligence artificielle qui utilise l'intelligence artificielle. Mais au-delà du génie scientifique, il y a un homme, un chercheur devenu entrepreneur, passionné, qui croit qu'on peut faire rimer innovation, éthique et liberté. Dans cet épisode, on va parler de créer un moteur de recherche à l'ère des LLM et de l'intelligence artificielle, de la vision du futur du SEO et des moteurs de recherche de façon globale, mais aussi des valeurs, de la transmission, de ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui dominé par la technologie. Sylvain, bienvenue dans Entrepreneur 2.0. Eh ben, merci de cette présentation. Bonjour Enzo, bonjour à tous. Est-ce que tu aurais ajouté quelque chose? Est-ce qu'il manque une ligne dans cette présentation? Oh, on pourrait en faire pendant des heures des trucs, mais c'était très bien. Bon, Bon, il manquait super. rien, c'était parfait. Je trouvais ça très agréable à écouter pour moi. Voilà. Parfait. C'est l'avantage, j'essaye de soudoyer un petit peu mes invités au début, tu sais, avant Exactement. de leur poser des questions chiantes. Bien joué. J'aimerais qu'on saute tout de suite dans le vif du sujet et de comprendre quelle idée farfelue t'est passée par la tête pour te dire que tu allais bâtir un moteur de recherche compétiteur à Google et d'aller concurrencer Google, ouais, sur ce Ouais. marché des moteurs de recherche. Les commerces, monter un site en 2 jours, le tester, le jeter, et on recommence, encore et encore. Oh, le dropshipping poubelle, c'était cool en 2017, les gars, réveillez-vous. Le seul moyen de... Bon, encore un qui n'a rien compris. Créer un business pérenne et rentable, c'est la bonne façon de faire du e-commerce aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on t'apprend à faire avec la méthode Kraken. Tu vas apprendre à créer un site internet de haute qualité, à trouver les niches les plus prospères pour les prochaines années, à générer un trafic de bonne qualité. Et oui, forcer en dépensant des milliers dans des ads, c'est pas le plus efficace. Par exemple, nous on mise sur le référencement SEO et SIA. Ça fonctionne tellement mieux. Bon, te fournir les meilleures informations, c'est bien, mais on va faire en sorte que tu passes à l'action. La méthode Kraken, c'est aussi des séances de coaching toutes les semaines. Et puis, c'est simple. Si tu n'obtiens pas de résultats, on te rembourse la formation. Alors, qu'est-ce que t'attends? Découvre la méthode Kraken dès maintenant. Ouais, alors on ne pense pas forcément tout de suite dans un premier temps à concurrencer Google, hein, mais Mais effectivement, ça ça fait un fait. beau titre. Ouais, voilà. Et puis dans le fond, bien sûr, on est compétiteur, hein, de Google. En fait, c'est un long cheminement, hein, qui m'a amené à ça. Ça se voit, je suis plus tout jeune maintenant, et ça fait des années, ça fait 25 ans peut-être que je fais des algos. J'ai commencé en étant universitaire. Et Hmm. pendant longtemps, j'ai travaillé à contribuer plus à l'avancement scientifique. Et puis un jour, j'ai commencé à travailler pour un moteur de recherche, donc Quant, hein, tu l'as dit, et puis à commencer à travailler sur la R&D pour des acteurs externes. Et pendant longtemps, on s'est rendu compte en fait qu'il était très difficile de faire émerger des nouvelles technos, une nouvelle manière de voir, alors que les GAFAM étaient en très grosse progression.
et utilisait beaucoup de data utilisateurs pour faire des choses, etc. Et donc, on avait Ouais, plutôt... alors Ouais, pour que tout le monde comprenne, en ouais, gros, il y a un monopole qui est tellement tout important à fait. Ouais. et ils utilisent leurs données pour améliorer leurs services qui Ouais. prennent une avance, en fait, considérable sur tout le monde. C'est ça, hein? Ouais, désolé, je fais comme si tout le monde savait de quoi je parlais, en fait, mais c'est vrai que c'est jamais forcément évident. Et donc, on s'est rendu compte assez vite, il y a quelques années, que bah, c'était compliqué de faire émerger quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a plus travaillé dans le domaine du référencement web, à essayer plutôt de filouter les moteurs existants sur leurs angles morts, plutôt qu'à les concurrencer. Et puis, bah, je pense que ça n'a échappé à personne, hein. À partir de 2020-2021, l'IA a commencé vraiment à émerger très fortement. ChatGPT en 2022. Et pour beaucoup de gens, ça a été une révolution. Pour les gens dans le web, pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, c'est un moyen de faire de la rédaction, d'automatiser des process, etc. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose que les gens n'ont pas forcément, dont ils n'ont pas forcément conscience, qui est ces gros objets qu'on appelle des modèles de langue, les LLM, Large Language Model en anglais. Ces LLM, ils encapsulent le comportement des êtres humains. Ils ont appris, Mmh. ils ont été entraînés sur un dataset qui correspond à ce que font les êtres humains, et donc ils comprennent le comportement des utilisateurs. Or, ce qui est le point le plus difficile à acquérir quand on veut fabriquer un très gros moteur de recherche, un très gros réseau social, etc., c'est la compréhension du comportement des utilisateurs. Si on n'a pas d'utilisateurs, on ne peut pas les concurrencer. Mmh. Les modèles de langue, c'est comme si d'un seul coup, on avait observé des milliards de personnes avoir des comportements, interagir entre eux, etc., discuter entre eux, et donc on a une connaissance du comportement des êtres humains dès qu'on est capable de bien manipuler un modèle de langue. Il se trouve Donc que nous, c'est dans notre comme équipe, si du jour au lendemain, on pouvait récupérer un peu d'avantage de cet élément, compétitif qu'avait, notamment Google. qui a fait Google, Heu, qui a fait Facebook sur les réseaux sociaux, etc. mmh, Et OK. donc, avec ça, si on est un peu dégourdi, si on s'y connaît un peu en algo et qu'on est bon techniquement, on peut commencer à faire des très beaux objets techniques avec un coût d'entrée en fait qui est vraiment moindre. Et c'est vrai que la barrière, elle est dingue, hein. Il y a 10 ans, 15 ans, quand on parlait de fabriquer un moteur de recherche, on savait qu'il fallait mettre 50, 100 millions de dollars, hein, pour commencer à être sérieux. Maintenant, Mmh. avec quelques millions, alors il ne faut pas zéro, hein, mais avec 2, 3, 4 millions, on peut commencer à faire des trucs très sérieux en fait. Et ça change absolument tout. Parce que des gens qui ont le niveau technique, il y en a plein. Et si après, bah, il faut beaucoup moins d'argent, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Et en plus, ces choses intéressantes n'ont plus besoin de faire certains choix que devaient faire des Google et compagnie pour réussir à faire des choses bien, c'est-à-dire traquer le comportement des utilisateurs, avoir des comportements un petit peu, je vais dire, délétères par rapport au web, favoriser certains sites plutôt que d'autres, etc. Maintenant, ça, c'est des choses dont on peut s'affranchir aussi grâce à l'IA qui a une meilleure compréhension des choses. Mmh. Donc, on peut commencer aussi à faire des objets que j'ai envie de dire plus vertueux, plus éthiques d'une certaine manière. Et donc, nous, on s'est dit il y a quelques mois, on s'est dit, bah, en fait, c'est le moment d'y aller. Et on commence à vieillir. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Donc, on s'est dit, allez, on y va. D'où te vient cette envie? Parce que Euh, c'est un gros projet? J'imagine ouais. que c'est plusieurs tu sais que tu pars peut-être quoi, dans une décennie de boulot, Oui, oui, et puis ce sera, moi, je vais bien, enfin voilà, j'ai 48 ans, et donc c'est probablement mon dernier très gros projet, d'une certaine manière. C'est triste de dire ça, mais voilà, si ça prend 5, 6, 10 ans, derrière, il y aura plus d'aussi gros projets, c'est sûr. Il y a plusieurs choses. C'est le moment où on peut le faire. Nous, on est une équipe où on a tous à peu près le même âge, on a entre 40 et 50 ans, en gros, les fondateurs du projet. Et donc, Mmh. on a déjà réalisé un petit peu tout ce qu'on voulait faire. Donc, le risque pour nous est moindre. On a déjà tous notre maison, notre truc, notre machin. Et on peut faire des choses plus audacieuses. Ça nous mettra pas sur la paille, etc. Mmh. Donc, c'est pas grave, en fait. On n'a plus rien à prouver, en fait. On s'amuse. Techniquement, c'est passionnant. Et donc, on est une équipe qui est uniquement drivée, je pense, par le challenge technique d'abord. Parce D'accord. qu'on a déjà réussi à faire des boîtes qui ont fonctionné, etc. Donc, on sait qu'on peut le faire. Donc, maintenant, on veut faire autre chose. Et puis, et puis juste, je sais pas comment dire, c'est fun en fait, c'est fun d'essayer de concurrencer, de faire émerger quelque chose qui n'existe pas en France. La France n'a pas su faire émerger pour l'instant des grands champions. Il y en a qui commencent à arriver, hein, on parle de Mistral, etc. Mais Mmh. en fait, c'est quand même on voit qu'on galère un petit peu. La France puis l'Europe plus globalement. Et puis, Complètement. il y a aussi ce côté de le web tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est mon frère qui fait partie aussi des fondateurs de eBook qui le dit, ce n'est pas le web qu'on veut, en fait. Et ça joue pour nous. On pense qu'on peut contribuer à aller peut-être vers un web un petit peu différent.
Et donc, on veut essayer, quoi. Voilà. C'est ambitieux, c'est peut-être même prétentieux d'avoir cette ambition, mais on a envie de le faire. Ouais, moi, j'ai lu, il y a une page, je pense, sur Hibou, si je dis pas de bêtises, avec les valeurs un peu du projet, et j'ai la sensation que c'est presque un projet social, un peu. Il y a un truc où ouais, c'est sous-tendu par des valeurs qui sont importantes, peut-être qui te sont chères, peut-être qui vous sont chères au groupe de fondateurs, et qu'il y a un espèce de combat un peu derrière. Est-ce que tu peux peut-être Oui, tout rentrer à sur fait. cette... Il y a pas mal de valeurs. En réalité, il faut voir aussi que donc, tous les gens de l'équipe, vraiment ceux qui sont au cœur du projet, qui ont décidé de le créer, on a tous connu Internet à ses débuts. Donc, on a tous Mhm, commencé au tout début du web, donc dans les années 90. Et le web, à l'époque, personne ne savait ce que ça allait devenir. Et il y avait un certain nombre de valeurs de transparence sociale, transparence technique, promotion de la diversité, une place où tout le monde pouvait s'exprimer. Toutes ces mhm. valeurs, elles étaient au cœur du projet. Et au fur et à mesure des années, on peut dire que certaines peut-être se sont perdues en route. Voilà. Et nous, on aimerait pouvoir les récupérer. Par exemple, il y a une chose qui est vraiment amusante. On a cette notion de transparence et promotion de la diversité des éditeurs. Donc, faut le comprendre au sens large. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toute personne qui écrit un contenu, en fait, mérite d'avoir ce contenu au moins évalué pour peut-être être mis en avant dans une réponse. Mhm. Euh, le but, quand on met en avant cette valeur, en fait, c'est d'éviter ce qu'on appelle les bulles de filtrage. Aujourd'hui, quelqu'un qui va sur Facebook, il voit des contenus d'un certain type, quelqu'un qui est sur TikTok, il voit des contenus d'un certain type qui lui sont fabriqués pour lui et il ne sort jamais de cette bulle. On peut parler politique, quelqu'un qui est de droite voit des contenus de droite, quelqu'un qui est de gauche voit des contenus de gauche. On peut parler de tout ce qu'on veut, en fait. On voit des contenus qui correspondent au groupe de personnes dans lequel on évolue. Et On donc, peut dire mais donc ça, du coup, c'est grosso modo les algorithmes qui savent ce qu'on like, ce qu'on commente, ce sur quoi on passe du temps, et qui nous exactement. envoient de plus en plus de contenu Voilà. qui est similaire, parce que potentiellement leur objectif à eux, c'est qu'on reste un maximum Exactement. sur la Qu'on plateforme. reste là, créer du clivage pour qu'il y ait plus d'interaction, parce que plus d'interaction, ça fait aussi plus de revenus par rapport aux revenus publicitaires qui est lié au fait qu'on interagit Et pendant donc des ça, heures. tu penses que c'est une régression entre guillemets? Tu penses que c'est pas forcément quelque chose de positif? Moi, je pense que c'est pas positif, tout à fait. Et ma première spécialité, c'est les algos de recommandation, pour tout dire. Donc, j'ai été dans le camp de ceux qui fabriquaient ces algos. Hein. Ils sont là pour manipuler le comportement des êtres humains d'une certaine manière. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est faire des algos qui ont plus cette promotion des différents points de vue. Mais c'est des choses très bêtes, en fait. Hein. Idéalement, dans un moteur de recherche, aujourd'hui, quand on cherche un truc sur une actualité, je vais prendre les impôts, la taxe Zuckman, il y a eu plein de trucs là-dessus. Je ne vais pas prendre Mmh. position là-dessus, mais je vais le prendre comme exemple. Quelqu'un dit il faut taxer d'une certaine manière. Et si on demande à un moteur de recherche des résultats par rapport à ça, en fait, ils vont tous être orientés sur quelque chose qui, souvent, les plus grands médias vont être mis en avant parce qu'ils sont très populaires, etc. Exactement, ouais. Sur Google, typiquement, ça sera ça, ouais. Mais la réalité, c'est que si quelqu'un s'intéresse au sujet et qu'il n'y connaît rien, en fait, on peut lui fournir 3, 4, 5 sources en disant, bah voilà, je te fournis telle source, je vais dire n'importe quoi, c'est Les Échos, et donc c'est une source plutôt journal financier, etc. Une autre source, ça va être Libération, un journal, je pense, qui est plutôt orienté à gauche, etc. Donc on peut avoir différents points de vue, ce qui permet de se faire sa propre idée des choses après derrière. Donc l'IA, en fait, elle peut OK. assister là-dedans, en fait, aller vers quelque chose qui prend moins les gens pour des cons, en fait, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire que littéralement, les gens, ils sont intelligents. Voilà. Et il faut pas, enfin, faut éviter de tomber dans ce piège de leur. Voilà. Et donc, nous, on pense que ça, c'est une valeur importante. Il y en a plein d'autres. Hein. Le respect des éditeurs, par exemple. Aujourd'hui, quand quelqu'un utilise un Google, il y a une partie des sites qui ne lui sont pas montrés parce que seuls les sites vraiment les plus populaires sont mis en avant. Alors bien sûr, Google dira toujours en 10e ou en 9e position, j'ai mis des sites un petit peu plus alternatifs, etc. Mais bon, on sait bien que le premier et le deuxième qui vont passer, hein, donc dans l'esprit des gens. Et donc c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un système où celui qui est mis en avant, c'est celui qui a vraiment la meilleure qualité de réponse et pas forcément celui qui est le plus connu. Mmh. Et il y a plein d'exemples aussi. Alors, je ne vais pas donner le nom des sites parce que je vais me fâcher avec des gens que je connais, mais il y a par exemple, les recettes de cuisine. Ça paraît anodin, mais il y a des très grands sites de recettes de cuisine. C'est toujours eux qui tracent la première place. Mais parfois, une recette de cuisine, celui qui va donner la meilleure, c'est quelqu'un qui est spécialiste. Enfin, je sais pas, un chef d'un obscur resto au milieu de la France, etc., qui a la meilleure recette. Comment est-ce qu'on fait pour trouver ce site, le mettre en avant, même si c'est un tout petit Et ouais, site? mais là, du coup, tu reviens vraiment sur tout le système d'organisation et de classement des réponses. Parce qu'en gros, pour tous ceux qui sont un peu plus novices sur cette partie référencement naturel, pourquoi est-ce qu'un site positionnerait? Parce que il a beaucoup d'historique, parce Ouais. que il a énormément de contenu autour de la cuisine, donc Google a défini que il était spécialisé, et parce que, bah oui, il a cette recette de pâte carbonara. Et donc, comme je l'ai déjà positionné sur Spaghetti Bolo, machin, bon, bah, il y a des chances que
pâte carbonara soit bon, donc je vais le positionner. Et puis, il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent de ce site Internet, ils font des liens retour vers ce site, donc il y a beaucoup d'autorité. Donc Mais, mécaniquement, il doit forcément être mieux. mais, Et mais si tu parce que passes... la manière dont le moteur fonctionne a été conçue comme ça, parce que le moteur a été conçu, c'est Google, hein, mais Bing, c'est pareil, etc. C'est des moteurs qui ont été conçus à une époque où il n'existait pas d'outils pour bien comprendre les choses. Il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas de modèle de langue, etc. Et donc, et on avait des moyens qui étaient plus faibles en termes de stockage d'informations et tout que maintenant. Et donc, en réalité, la manière dont ça a été conçu ne favorise pas ça. Par exemple, il y a un truc qui est très simple. Aujourd'hui, les moteurs de recherche, ce ne sont pas des vrais moteurs de recherche. Les gens n'ont pas forcément conscience, mais c'est des moteurs documentaires. On tape une requête et il renvoie des pages web. Mais Ouais. une page web, c'est pas une information. Une information, ça peut être une phrase dans une page web. Et en réalité, un moteur de recherche tel que nous on le conçoit, ce qu'il doit indexer, c'est pas les pages web, c'est l'information dans les pages web. Et donc, avec une page web, on peut faire plusieurs entrées dans un index. Avec certaines pages web, on n'en fera aucun parce qu'elles n'amènent aucune information. Et c'est complètement différent parce que ce qu'on va se dire, c'est voilà, quelqu'un qui veut savoir si dans la Ok, carbonara, on par va exemple, plus chercher à positionner une page en elle-même, on va essayer de positionner la qualité d'une info en soi. exactement. Et par contre, bien sûr, le moteur devant, ça c'est notre avis, préserver les éditeurs au maximum. On dira cette information, elle a été trouvée chez Enzo sur un des sites d'Enzo, par Vient exemple. de tel endroit, quoi. Mhm. C'est à tel endroit et clique pour en savoir plus. Mais en Mhm. tout cas, ce qui va nous servir de critère de décision, c'est le fait qu'il y a une certaine information. Et on rentre dans des trucs qui sont beaucoup plus à la fois simples et compliqués que ce que font les moteurs qui existent actuellement. Par exemple, la capacité à savoir si une phrase dans une page amène une information supplémentaire qui mérite d'être mise en avant ou pas. Donc il y a un arsenal mathématique supplémentaire qui permet de comprendre cette page-là, dans cette page-là, elle amène une info en plus, il faut absolument que je l'aie dans mon index. Celle-là, dans telle autre page, elle n'amène pas d'info, je n'ai pas besoin de m'en souvenir. Comme un être humain. Un être humain, si Et... tu lui demandes ah, dis-moi où est-ce que je dois trouver tel truc, il va se souvenir des endroits, mais il va se souvenir que des éléments importants de chacun des endroits. Mhm. On ne mémorise pas toute une page. On mémorise un truc Bien en disant sûr. ah, à cet endroit-là, je sais que ça parle de ça, va voir. Et c'est exactement ça qu'on va reproduire. Ok, c'est intéressant. Donc ça Donc casse... c'est un peu différent de ce que font les autres moteurs. Ouais, tu vas casser un peu les codes du coup C'est ce qu'on veut faire. Tout à fait. Ouais. de ce qui est fait aujourd'hui. Ouais. Euh, Concrètement, Mm. comment on fait pour bâtir un moteur de recherche? Euh, Alors, il y a des aspects qui sont très simples à comprendre. D'abord, un moteur de recherche, c'est complètement confondu avec la notion d'index, en fait. Donc, moteur de recherche, c'est une collection d'index, donc c'est une collection de bases de données d'une certaine manière où il y a de l'information. Mhm. Donc, la première brique qu'on doit savoir faire quand on fait un moteur de recherche, c'est de parcourir très rapidement d'énormes blocs de données, donc le web par exemple, ou des Ouais. API de tiers, ou des PDF parce qu'on va choper des livres, enfin voilà, toutes les données qu'on peut trouver. Ouais. Ça, c'est le plus gros du travail du moteur, en fait. En réalité, quand on fabrique un moteur, c'est à la fois le plus dur et le plus simple. C'est-à-dire que c'est conceptuellement simple, mais c'est très difficile à faire techniquement, faire un très bon crawler. Nous, chez Hibou, en fait, on capitalise sur le crawler qu'on avait créé pour Babar, qui est un outil de crawl du web. On est capable aujourd'hui, avec une toute petite infra, même pas une dizaine de serveurs, de crawler 4 milliards de pages web par jour, par exemple. Ce qui fait Mhm. de nous un des crawlers les plus efficaces au monde, hors les 2-3 très gros moteurs. Et en fait, c'est ça la première brique. D'accord, vous aviez déjà bâti Ah une oui. première brique qui va Ouais. vous permettre d'aller là sur la boîte que Ouais. vous aviez d'avant. Et qu'on appliquait, bah, c'est toujours la même boîte hein, d'ailleurs, mais qu'on appliquait que au référencement. Et globalement, c'est 10 ans de travail dont on parle. Donc c'est pas anodin, et c'est pour ça qu'on peut y aller maintenant, parce qu'on a déjà fait cette brique-là. Sinon, il faudrait beaucoup plus de temps. Et puis après, il y a toute la partie, une fois qu'on a décidé de quels étaient nos critères de mise en avant en termes de valeur, bah après, c'est créer des signaux techniques qui font ça. Hein. Google, par exemple, ils avaient dit bah, notre valeur, c'est de proposer des pages qui sont très populaires. Le signal technique, c'est Mhm. le PageRank, donc les liens entrant vers les pages web. Et une fois qu'on en est là, on déroule des fabrications de signaux. Et ces signaux, ils sont tous arbitrés par des modèles d'IA après, derrière. Il y a des trucs où on rentre tous les signaux d'un coup. On apprend au modèle par mimétisme en disant bah, ça, c'est un résultat qu'on veut voir, ça, c'est un résultat qu'on ne veut pas voir. Voilà les signaux que tu as le droit de prendre pour arbitrer ça. Et le modèle d'IA se fabrique lui-même sa propre décision. Ouais, c'est ça. Du coup, l'IA, qu'est-ce qu'elle change? Parce que
le postulat que tu as fait de départ, l'index, etc., Ouais. c'était le même il y a 10 ans. Oui. Aujourd'hui, par contre, il y a un énorme game changer et c'est aussi pour ça que c'est un bon timing pour vous pouvoir vous lancer dans ce défi-là. C'est l'IA. Ouais, tout à fait. L'IA, il va changer peut-être la façon avec laquelle on va interagir. Le moteur de recherche ne sera plus peut-être comme on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire où on tape un truc et il y a des sites qui sortent. J'imagine que ce sera Mm. différent. Oui, Toi, dans la c'est très proche. construction Ouais. également. Le moteur, d'un point de vue interface, c'est très proche d'un Perplexity, hein, typiquement, ce qu'on veut faire. Mhm. On dialogue, le moteur Une nous répond en conversation. discutant, amène des box supplémentaires pour avoir de l'info en plus, et voilà pour faire le truc. Donc ça c'est assez balisé. Ça, c'est l'IA qui rend ça possible, bien sûr. L'IA, les modèles d'IA modernes, parce que l'IA, ça existe depuis plus longtemps que ça, mais les modèles de langue, ils font plein de choses. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils donnent la capacité de comprendre l'intention réelle d'une personne. Avant Oui. les modèles de langue, comment un Grâce à la moteur donnée qu'on a déjà accumulée. Exactement, ouais, tout à fait. Avant les modèles de langue, comment est-ce qu'un moteur comme Google fait pour savoir ce qu'est l'intention de recherche derrière une requête? Donc, quand quelqu'un tape une requête, ce qu'il veut vraiment. Grosso modo, le moteur au début, quelqu'un tape une requête, je sais pas moi, qu'est-ce que la règle du hors-jeu au foot? Voilà, n'importe quoi. Le moteur fabrique des résultats et les gens vont cliquer, pas cliquer sur les résultats dans la Et page en de fonction de ça, il va résultats. optimiser Voilà, en complètement. fonction de ça, il va comprendre que ce site-là plaît pas, celui-là il plaît. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui parle de foot, l'autre il parle pas de foot. Donc le moteur commence à comprendre que c'est une question qui est reliée au foot, etc. Et donc il se fabrique sa connaissance comme ça. Les modèles de langue, ils encapsulent complètement cette connaissance directement. Si on demande à ChatGPT, Alors, qu'est-ce ils que... encapsulent parce qu'on a déjà reçu des milliers de millions Tout à d'entrées, c'est fait, ça? bien sûr, parce qu'on a observé tout ce que les êtres humains ont écrit, dit entre eux, etc. Mais si je dis à ChatGPT, Enzo m'a dit qu'est-ce que c'est que la règle du hors-jeu, dire qu'est-ce qu'il m'a demandé vraiment, ChatGPT va faire toute une explication en disant Enzo il s'intéresse au foot, il est en train de regarder un match peut-être, il dit et il va me faire tout un paragraphe m'expliquant en fait ce que tu veux me demander. Et c'est beaucoup plus facile à partir de ça de trouver l'information en fait, parce que la réponse sera plus facile à comprendre, enfin, à donner par rapport à cette complexité Ok, de donc questions. on a d'un côté l'intention de recherche, Ouais, avec tout un volume de données, etc. On a cette possibilité de dialoguer sous forme de conversation pour ouais. faire, on va dire, l'entrée et l'interface. Et Après, d'un point de vue algo et crawler, etc., est-ce que là-dessus, tu utilises également bien sûr, à l'intelligence tous les endroits. artificielle? En fait, chaque fois qu'une page est lue par le crawler, il faut comprendre bloc par bloc de la page ce qui est dit dedans réellement. Est-ce que c'est de qualité, pas de qualité? Quel type de personne a écrit ce contenu? Quel type de personne est susceptible de lire ce contenu avec bénéfice, etc. Et là aussi, l'IA en fait accélère vachement les choses parce que l'IA a une compréhension du comportement des êtres humains. Et donc, en donnant un texte, l'IA peut dire, par exemple, bah, un enfant ne sera pas capable de lire le contenu, c'est trop technique. Par contre, un adulte pourra y arriver sans aucun problème. C'est plutôt un contenu qui est fait pour des experts de tel domaine, etc. Donc, on va avoir une belle qualification. C'est un contenu qui est sourcé, qui est journalistique ou pas. Enfin, tout ça, ça peut être fait par le modèle. La difficulté qu'il y a, c'est d'entraîner des modèles spécifiquement pour telle ou telle chose. Un modèle qui est là Mmh. pour déterminer la qualité, c'est pas le même que quelqu'un qui est là pour déterminer à quel profil ça s'adresse, etc. Donc en fait, il y a Ouais, une donc là, multitude de j'imagine que vous médias. devez commencer à bâtir vos propres modèles, Exactement. Alors, en fait, on part de modèles déjà connus qu'on bien va sûr. réentraîner, faire du fine-tuning, c'est le terme, pour être Mmh. capable de les utiliser à meilleure escient. Et puis après, il y a des algos plus standards qui sont de l'IA, mais qui sont pas réellement des modèles de langue, mais qui sont très très proches. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des GNN, donc c'est des modèles de graphes. Alors, ça parle pas du tout aux gens peut-être qui vont nous écouter, mais un GNN, c'est quoi? D'abord, qu'est-ce qu'un LLM? Un LLM, c'est un outil qui dit quels sont les mots qui vont ensemble. Si je pense Mmh. à semoule et merguez, en fait, je pense à couscous. C'est ce que me dit un LLM. OK. Et donc, ça permet de comprendre quelles sont les choses qui vont ensemble. Un GNN, c'est la même chose, mais à partir de structures de graphes. Et donc, par exemple, c'est un truc qui est capable de dire, si tu es connecté sur Facebook à telle ou telle personne, et que sur LinkedIn, je vois que tu es connecté à une de ces deux personnes, très probablement, la troisième personne n'est pas loin de vous. En fait, par mimétisme de structure. Géographiquement parlant. Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce que font les GNN. Et en fait, les GNN, c'est une évolution des modèles de graphes. Nous, on s'en sert pour comprendre la structure d'une page web. Quand tu as une page web qui a été codée par quelqu'un, les développeurs web, je suis désolé de ce que je dis, messieurs et madame développeurs web qui m'écoutaient, mais des fois, ils sont pas très au point pour faire certaines choses. Et donc, les Mmh. pages, elles sont un petit peu architecturées bizarrement. On a du mal, quand on a un moteur, à trouver où est le contenu. Mmh. Si on parlait d'UrtextGo en off tout à l'heure, dans UrtexGo, des fois, on voit qu'il y a des contenus qui sont pas bien vus par le moteur, en fait, par notre moteur interne de travail. Et là, c'est vraiment la même chose. Et donc, il faut comprendre les contenus. Et en fait, les modèles
de langue qui ne manipulent pas la langue mais qui manipulent les graphes sont capables de comprendre la structure des pages web très facilement et de dire ce contenu, c'est le contenu important dans une page web. Tu as un e-commerce, par exemple, où est le contenu important? Mais même si le truc est balisé plus ou moins correctement, quoi. Mais ça n'existe pas, ça, en fait. On se dit toujours que, mais la réalité, c'est que si tu indexes le web, tu vas avoir 5% à peu près des contenus que tu n'arrives jamais à comprendre. D'accord. Donc, 10-15% qui vont être très durs. Et après, tu as des donc trucs ton faciles. crawler, il voit pas si, enfin, Il voit il pas tout. n'arrive pas à capter Voilà. là où il y a le contenu, là où il y a le texte, là où il y a les titres, le Ouais. machin. Non, c'est un pâté, on sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà, il y a souvent, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à voir. Par exemple, des fois, faire finement la différence entre la navigation et les avis utilisateurs ou des trucs comme ça. D'autant Hmm. plus que les référenceurs, hein, les SEO, sont les premiers à essayer de filouter pour faire croire que des contenus qui sont machin sont plutôt des contenus importants. Donc en plus, il faut pas oublier que le moteur, il lutte contre les gens. Et ça m'amène à la dernière partie de l'utilisation de l'IA, qui est la lutte contre les gens qui font du spam. Et c'est là où il y a Ça, vraiment... pour le coup, ça va être très facile, je pense. On pourra plus faire de bulk avec la qualité de l'IA et avec ça aujourd'hui, non? C'est un match IA contre IA après. Donc, Oui, voilà, c'est ça. ouais. Hmm. D'ailleurs, la plupart des référenceurs des nouveaux qui émergent ou des anciens qui sont encore là, ils utilisent massivement les outils d'IA en fait pour s'assister dans leur truc parce que faire à la main maintenant, ça a plus de sens. Alors, faire à la main, ça n'a plus de sens. Et en même temps, je discutais avec Nico, fondateur enfin, tu sais, cofondateur de SEM Juice, Oui, qui me disait que, bon, pour l'instant, 100% automatisé IA, il ne trouve pas ça assez qualitatif et ça suffit pas pour faire des trucs vraiment bien, quoi. on peut discuter pendant des heures du sujet. Il y a des Ouais. process. Après, le truc, c'est que là, on s'éloigne du sujet des moteurs, mais par exemple, quelqu'un qui veut faire de la rédac IA full auto, qui passe quasi tous les détecteurs, en réalité, il faut d'abord une première étape de réentraînement avec de la data humaine de très très haute qualité. Ok. Mais une fois que tu as fait cette étape-là, qui est coûteuse, hein, tu as des process qui sont assez dingues. La presse commence à le faire, par exemple. Oui, oui, d'accord, ok. Très bien. Mais Il un faut. petit acteur qui fait de la vente de liens, par exemple, c'est pas intéressant pour lui parce que le coût de fabrication des modèles qui vont l'assister est trop fort par rapport à ses revenus. En réalité. Mais c'est ça, là, on parle pas de ChatGPT que Oui. tu fine-tune un peu vite fait, quoi. C'est Exactement. autre Ouais. Et chose. donc, si ça te coûte 300 000 balles de faire ton modèle, il faut que derrière ça crache hein, pour que tu gagnes Et des il trucs. faut effectivement que ça fasse un peu d'argent pour que ça soit Ouais. pertinent, ouais. Ok. Et comment on se lance dans cette aventure d'un point de vue, on va dire, un peu plus structurel? Est-ce que du coup, on trouve des associés? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une équipe qui est importante, pas importante? Est-ce qu'on est capable, comme toutes les boîtes, de faire MVP, d'essayer de le vendre à quelqu'un et ça démarre? Comment est-ce que ça va, tu vois, d'un point de vue vraiment Ouais, alors entrepreneuriat un il y a, peu? il y a plein d'aspects. Je vais commencer par, je vais commencer par quel aspect? Je vais commencer par qu'est-ce qu'on monte. Nous, on avait déjà une boîte, donc la boîte s'appelle Babar, celle qui fait les outils Urtex Go et Babar, qui possède la propriété intellectuelle d'une très grosse partie de la stack qu'on va utiliser. Donc de toute façon, on est resté dans la même boîte. On est 11 salariés, enfin il y a 11 personnes dans la boîte. Actuellement, on est beaucoup d'associés parce qu'on a fait une levée de fonds il y a quelques années pour la partie outils SEO. Mmh. Et pour l'instant, on s'autofinance, même si on s'interdit pas, bien sûr, de lever des fonds, etc. Il faut pas forcément une grosse équipe pour faire un très bon proto. On sait que nous, on est assez. On va recruter pendant les prochains mois, très probablement, mais une équipe de 20 personnes max, en fait, c'est largement suffisant. C'est des équipes à profil tech uniquement. À nous, sur 11, on est littéralement 9 pure tech. Il y a une personne qui est à cheval entre les deux aspects et il y a une personne qui est hors tech. Mais voilà, nous, on n'a pas de staff administratif et tout, par exemple, donc c'est vraiment que de la tech, OK. avec depuis des devs front jusqu'à des gens comme moi, profil plus scientifique. D'ailleurs, je crois qu'on est 4 ou 5 à avoir une thèse en algo, hein, par exemple, dans la boîte. Donc on est vraiment beaucoup à être d'anciens chercheurs. Ouais, C'est de donc la, thèse en algo pour tout le monde, doctorant, quoi, hein? Ah oui, oui, j'ai un bac plus 8 en algo, voilà, c'est ça que ça veut dire. Heu, Et moi, j'ai été prof d'université, j'ai dirigé une équipe de recherche, etc. Donc, c'est vraiment, j'ai écrit un nombre, je sais pas, plus d'une cinquantaine d'articles scientifiques, etc. Donc, c'est vraiment une carrière. J'ai eu une longue carrière académique avant de me lancer dans l'industrie. Et donc,
voilà, pour faire un MVP, un gros MVP, ça suffit. Après, bien sûr, il faut une équipe plus conséquente une fois qu'on commence à industrialiser vraiment et qu'on doit servir des millions de personnes, si on y arrive. Et puis, bien sûr, après, il y a toute la partie communication, etc., où après, le commerce, faut des cohortes de personnes pour gagner de l'argent. Parce que après, Mmh. gagner de l'argent, c'est dire des ads, des partenariats, etc. Là, il faut du Donc monde. dans le temps 1, il faut qu'on bâtisse un peu une espèce de mouture. On part quand même sur un concept de prototype. Tout à Pourquoi? Se fait. prouver à nous-mêmes que c'est possible, prouver au monde que c'est Pour possible, prouver, les en 2 fait, peut-être? nous, on est sûr qu'on va y arriver, parce que sinon on le fait pas. On peut pas. Je pense qu'on peut pas se lancer là-dedans sans être inconscient et être sûr qu'on va y arriver. Et Mmh. objectivement, nous, on a déjà un proto interne depuis plusieurs semaines. Je sais qu'on va y arriver. C'est évident vu déjà la qualité de résultat qu'on a. C'est pas montrable parce que par rapport à grands acteurs, Ouais. en fait. Mais je sais, j'ai de la bouteille maintenant. Je sais qu'on va y arriver. Ça, c'est pas le souci. Donc ça, c'est Et bien intéressant sûr. quand même. En interne, dans ton process, on est quand même capable de créer des petites briques rapidement Ouais, nous, et se depuis donner du le. feedback pour se dire: «OK, Ouais, on avance dans la bonne direction». Parce que, tu sais, moi, ça me fait penser à des trucs où tu bâtis un truc pendant 10 ans dans ta chambre, ouais. peut-être le truc il marche pas, bon, bah, j'ai perdu 10 ans, merci, à Non, bientôt, non, quoi. nous, 1 mois après le moment où on a décidé collectivement dans la boîte de pivoter, parce que c'est impliquant, hein, de pivoter, on avait un truc qui tournait et au début qui était nul, hein. Au début, tu tapais, une requête, ça renvoyait n'importe quoi et puis au fur et à mesure du temps, je peux pas montrer et puis je peux pas trop dire, mais ça fait des trucs, très pertinents. Tous les jours, je tape la requête, qui est Sylvain Perronnet pour voir si ça progresse, tu vois? Je vois les Mmh. trucs apparaître, ça me fait plaisir. Je vois que le moteur me connaît de mieux en mieux, voilà, en tout cas, voilà, là-dessus, on est confiant. Ce qu'il faut, c'est montrer au monde extérieur que ça peut marcher parce que littéralement, quand on dit à des gens: «On fait un moteur de recherche», on a de la bienveillance parce que les gens nous connaissent pas mal, mais je pense que la plupart des gens se disent: «Ils sont complètement fous». Voilà. Bah, Et donc ouais, ouais, ouais. ouais, non, non, Surtout, en mais fait, moi, il y a une grande question, je pense, qui est sous-entendue, c'est: «Pourquoi?» Tu vois? Genre la majorité des gens, ils savent même pas qu'ils utilisent Google en utilisant Google. ouais. Hem, Est-ce qu'ils ont Pourquoi? besoin d'un Alors parce qu'on a envie de le faire parce que c'est fun pour nous et parce qu'on pense qu'on peut oui, mieux faire que les autres. non, mais Voilà. ça, moi, enfin, le pourquoi, tu me l'avais quasiment déjà donné dans l'intro sur la Ouais. vision, les valeurs et cetera, et je le comprends. Mmh. Par contre, d'un point de vue marché, Ah oui, oui. bah, Et en fait, moi, c'est ce que je dis à tout le monde, il y a 2 choses, hein. Il y a un truc qui est pour le grand public, il y a une seule chose qui peut convaincre, c'est la qualité sera meilleure que celle des autres. Si mmh, le moteur est pas qualitatif, il marchera pas. Voilà, ça c'est sûr. je me demande si ça sera suffisant. Alors c'est pas suffisant. Si Tu vois c'est ce pas que je veux dire? qualitatif, il marche pas. Si c'est qualitatif, est-ce qu'il marche? C'est là où après il faut convaincre au-delà du grand public, parce qu'après c'est par prescription en fait que ça fonctionne. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans un contexte géopolitique qui est extrêmement favorable, puisqu'il y a cette notion. Alors moi, il y a un mot que les gens utilisent en France beaucoup qui est le truc souverain. Je déteste ce mot. Moi, je vais parler d'autonomie stratégique, mais en réalité, Oui, aujourd'hui, on essaye d'avoir une scission avec les grands autres blocs, bah, mais il y a une vraie raison, c'est qu'aujourd'hui, il y a une telle dépendance. Bah, on le voit quand Amazon tombe en panne, par exemple. ah bah, tu Euh, as vu là, AWS qui est bah tombé, oui, c'est récemment, ça. ouais, ouais. Et en fait, on se rend compte que il y a une dépendance telle qu'en fait, on est dans une économie en Europe qui dépend de tiers, qui, pour une raison X ou Y, peuvent avoir un problème. Ça peut être parce qu'il y a une tension politique, mais ça peut être aussi parce que ça tombe en panne, parce qu'ils sont targetés par un autre pays et que ça tombe en panne pour nous par ricochet. Enfin, tout peut arriver en fait. Et notamment, il n'existe aucun index en France, par exemple. En Europe, il n'y a aucun index réel web aujourd'hui efficace. Ce qui veut dire qu'un opérateur comme, je vais prendre Mistral, mais il y en a plein d'autres, hein, il y a Aleph Alpha en Allemagne, etc., qui font l'équivalent de ChatGPT. En fait, leur data, elle vient d'ailleurs quoi qu'il arrive. Même si on avait un très bon modèle qui pourrait être utilisé, en fait, on est tributaire de la data qui vient d'ailleurs. Et donc, quelque part, il y a un marché qui existe à cause de ça, à partir du moment où on est qualitatif. Moi, je ne crois pas qu'un produit local puisse émerger s'il est mauvais. Il y a Ça, aucun. c'est sûr et certain. Voilà. Par Mmh. contre, s'il est suffisamment bon, ça peut aider. Voilà. Donc Mais il après, il y faut a une vraie un difficulté. devenir, meilleur, que les Américains, quoi, Ouais. grosso modo, et Au moins numéro aussi 2 bon, je dirais. Ouais. derrière, Ouais. il va falloir trouver, des appuis, politiques locaux, régionaux pour pouvoir sortir à l'échelle de la Ouais. France, à Moi, l'échelle de moi, je crois l'Europe. plus aux appuis industriels que politiques.
Mais bon, Ouais. ça, c'est peut-être, voilà, parce que je pense que l'observation de la politique actuellement montre que c'est pas là où il faut espérer avoir les meilleurs appuis, on va dire ça comme Oh, ça. bah, de toute façon, moi, j'ai jamais rien espéré d'eux, je suis d'accord avec toi, Voilà. mais Et donc, je vais pas en dire plus, mais bon. Et après, voilà. Puis, à un moment donné, c'est beaucoup de com, etc. Il va falloir fédérer des gens, de l'argent. Voilà, ou il faut gagner de l'argent très vite après, ou il faut trouver de l'argent massivement avec des belles aides, des aides des gens qui investissent, hein, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un côté de convaincre un écosystème d'investissement qui aujourd'hui préfère investir dans du patrimonial plutôt que dans des trucs qui sont audacieux. Voilà. ouais, bien sûr, ouais. Voilà. Aujourd'hui, du coup, vous êtes en autofinancement sur la base des outils que vous avez créés, historiquement pour, aider Exactement. les gens à référencer leur site principalement sur les moteurs et cetera. Hem, Pendant combien de temps, entre guillemets, vous pouvez vous autofinancer? Quand est-ce que vous allez commencer à être, limité? Alors, Tu disais tout à l'heure que c'est c'est peut-être quelques millions d'euros qui sont nécessaires pour bâtir le oui, truc. disons que je vais rester assez elliptique parce que je peux pas tout dire, mais Mmh. on est tranquille pendant plus d'un an, 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Ce qui est génial déjà. Et voilà, on peut travailler. Sur la Après, base des business que vous avez bâtis historiquement. sur la base de tout ce qu'on a sous la main. Voilà. Top. Je vais le dire comme ça. Après, nous, on n'exclut pas des levées de fonds, on n'exclut rien du tout, hein. Le seul truc, c'est que vu l'ambition du projet et la vision qu'on porte, on sait quelque chose, c'est qu'une levée de fonds, ça ne peut pas être avec des fonds patrimoniaux à la papa. Parce que, parce qu'en fait, il y a un tel facteur de risque sur un moteur que c'est vraiment les trucs Ouais, gros risques mais grosses récompenses. c'est plus risqué qu'une startup classique, quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Et donc, ceux qui financent ce genre de choses, c'est des gens qui doivent partager une vision très long, enfin pas très long terme, mais une vision audacieuse avec des grosses récompenses, mais aussi des très gros risques. C'est des gens qui ont l'habitude de perdre de l'argent. C'est ça qu'il faut. Mais C'est qui ont ça que ça l'habitude, veut dire. quand ils gagnent, de gagner beaucoup. Ouais et puis qui ont envie d'amener cette révolution dans le milieu des moteurs de recherche, potentiellement Ouais, dans la technologie française, potentiellement dans la data, tout à fait. Mais française/européenne et cetera. c'est ça, c'est des acteurs européens, pour des raisons XY, qui ont envie de financer ça. Mais il y en a pas mal, en fait. Il y en a pas mal, simplement, il faut d'abord les convaincre de la réalité technique de ce qui est proposé. Parce que Donc beaucoup. c'est ça le plan d'action pour vous? Oui, Un oui, pour moi, proto, on va leur prouver, on lève de l'argent et ensuite on développe? C'est un peu ça l'idée? on lève ou on gagne de l'argent, peu importe, mais en tout cas, c'est d'abord, je veux convaincre le grand public de la réalité d'un moteur différent et qui fonctionne bien. Voilà. Super intéressant, super intéressant. Comment on gagne de l'argent avec un moteur de recherche qui Alors va être ça, c'est différent du coup? ouais, alors ça, c'est pour le coup, le moteur peut être différent, mais gagner de l'argent, c'est quand même assez balisé. Euh, on a beaucoup réfléchi à ça. Il y a plein de modèles qui existent et beaucoup de gens nous avaient dit, ah, faites donc un modèle sur abonnement. Ça marche pas en fait. Tous ceux qui ont tenté des trucs sur abonnement, on sait que les gens n'ont pas la tradition de payer, surtout en Europe. On le sait Pour un aussi par truc les qui outils peut SaaS avoir qu'ils font. gratuit sur, pour avoir gratuit ailleurs? Mmh. Aucun, ça donc, non, non, donc on gagne de l'argent par de la publicité, par ce genre de choses. Publicité ciblée, affiliation beaucoup, parce que les moteurs IA, comme ils sont conversationnels, ils se positionnent sur plusieurs endroits du customer journey en fait. Au début, tu te renseignes, puis après, une fois que tu t'es renseigné, tu dis ok, où est-ce que je Tu peux veux acheter ce acheter? truc-là? Voilà, et donc là, on peut commencer à arriver avec sur Amazon, chez Cdiscount, chez machin, tu peux acheter ton vélo, tu peux acheter ci, tu peux acheter ça. Donc l'affiliation, c'est un truc qui fonctionne. Alors, je connais des gens qui sont dans des boîtes où ils font des outils proches de moteurs, mais qui ne sont pas tout à fait des moteurs. L'affiliation est leur plus gros revenu. OK, Et puis après, intéressant. il y a toute la partie. Et par contre, comment est-ce qu'on fait pour pas être biaisé? Ah, Parce que si tu veux justement avoir cette valeur de pas, hmm. manipuler, on va dire, les résultats de recherche et qu'à un moment donné, ton portefeuille t'amènerait à mettre de l'affiliation, mais c'est pas le meilleur résultat. En Comment est-ce que fait, tu fais pour garder cette impartialité? bah, c'est là, c'est vrai que il y a une difficulté à convaincre parce qu'en fait, techniquement, il y a rien de plus simple. Là, littéralement, tu mets tes trucs d'affil dans le moteur comme si c'était du contenu standard. Et si Mmh. ça passe, tu le présentes avec la file. Point. Euh, voilà. C'est ça. Mais donc, ça veut dire que quelqu'un qui. Je vais prendre les hâtes parce que c'est plus simple. Quelqu'un qui aura un truc qui n'est pas suffisamment quali, mais qui est prêt à te donner de l'argent, tu vas jamais le présenter. Et OK. donc, tu choisis de perdre du revenu.
Et donc, le seul moyen de corriger ça, c'est d'être très proactif vis-à-vis des annonceurs, vis-à-vis de tes partenaires, en disant, bah voilà, en fait, les mecs, on aurait pu vous présenter 50 fois hier, mais on vous a pas présenté parce que votre truc, c'est trop de la merde. Et donc, pour qu'ils revoient leur copie sur une partie des choses. Mais Ouais, et éduquer, quoi. voilà. Mais après, il faut pas oublier un truc, c'est qu'on est mal habitué quand on observe l'écosystème des moteurs de recherche. On pense Google, Bing, etc., qui sont des mastodontes qui gagnent des milliards. Et en fait, qu'on poncé le revenu Genre, jusqu'au... genre Bing, ça sert vraiment à quelque chose? Bien Parce sûr. que moi, c'est une toute petite ligne de revenus, tu sais, dans mon trafic sur mes sites e-commerce. Je Mais crois mis que à part ça, Bing, je m'en suis jamais servi, quoi. le moteur, c'est entre 7 et 10 milliards de dollars de revenus, je pense, au plus haut qu'ils aient eu. Mais c'est pas mal, hein, par an. Pour combien d'utilisateurs? Bah, je Je sais crois que pas. selon les pays, ils ont entre 5 et 10% du marché. Putain, t'imagines avec si peu, ils font autant. C'est fou, hein. Mais en fait, c'est un truc, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en réalité, une fois que tu as un moteur qui tourne et que tu sers des millions de personnes, donc que tu as la capacité à le faire. Imaginons, tu veux servir toute la France, par exemple, donc tu veux servir 80 millions de personnes à peu près, même si tout le monde n'est pas utilisateur. Mmh. Ça te coûte pas si cher que ça, en réalité, d'un point de vue technique. Des gros sites, Je sais prenons pas, il les faut sites pour adultes. Les sites pour des gros adultes qui servent de serveurs. la vidéo à des millions de personnes, ça leur coûte pas, voilà. Et donc, tu n'as pas besoin de gagner des sommes colossales pour faire vivre un moteur de grande qualité qui est capable de servir des millions de personnes et qui paye très très bien ses équipes. Si tu OK, choisis mais par contre, personne ne deviendra multimilliardaire dans ceux qui l'ont monté. C'est ça la différence. OK. Mais si tu fais un moteur qui gagne, je veux dire une somme, je veux dire par exemple 30 millions d'euros par an, ça paraît être une grosse somme, mais 30 millions, en fait, il y a plein de PME qui font, dans le commerce, qui font 20-30 millions. En réalité, c'est une très belle boîte. Je suis pas en train de, je sais pas comment le dire, mais ça n'est rien par rapport aux boîtes de la tech. Mmh. Et avec ça, tu fais vivre un moteur sans aucun problème en France. Sans aucun problème. OK. Et donc, j'ai envie de te dire, si un jour on fait un moteur qui fait 10 millions par an, en fait, on sait qu'on a déjà gagné, hein. Et Ouais, c'est pourtant, ça. voilà. Bien sûr, s'il fait 10 milliards, je serais content, C'est mais, mais mon objectif n'est pas ça. Tu vois. Mon objectif, c'est de promouvoir une alternative existante qui soit plus quali et qui permette de faire vivre tout le monde et qui soit utile à tous. ça, c'est intéressant. Hem, j'ai entrepris, pour gagner ma vie et sortir de mon trou. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, tout à fait. Ouais. Toi, tu as 48 ans, tu pour bâtir un truc. C'est Ouais. marrant, c'est-à-dire tu le fais pas pour gagner ta vie, c'est ce que tu as dit, vous avez tous entre 40 et 50 piges, vous voulez marquer l'histoire, quoi, vous voulez marquer votre temps. Exactement, parce que si je voulais juste bien gagner ma vie à la cool, en fait, bah, j'ouvrirais une boîte de conseil. Mmh. Et je gagnerais très très bien ma vie à la cool, en fait. En allant discuter avec des gens, en faisant des formations, machin. Et j'aurais beaucoup moins d'emmerdes, mais c'est pas fun. Et donc on le fait vraiment pour ça. Mais c'est facile à dire maintenant, hein. J'aurais 20 ans de moins, je ne tiendrais pas le même discours. Mmh. Voilà. Parce qu'il y a 20 ans, il fallait que j'achète ma maison, enfin Bien sûr. fallait tout faire, quoi. Donc c'est très très différent. Tu Voilà. penses qu'il y a aussi des cycles, du coup, par rapport à ça? C'est vraiment des cycles de l'homme, quoi, finalement, où, ça y est, j'ai répondu à ce besoin je sais pas, de notoriété, j'ai répondu à ce besoin de confiance en moi, j'ai répondu à ce besoin d'acheter ma maison et que mes Ouais. enfants soient un peu plus grands et machin. Moi, j'en suis sûr, en fait. Donc, je vais raconter ma vie un peu d'une certaine manière là-dessus, mais tu vois, moi, j'étais universitaire et j'ai eu une très belle carrière universitaire, avec pas mal de très belles découvertes dans un secteur très restreint, toi, mais des très beaux succès scientifiques. Euh, et la carrière scientifique, tu sais, tu as une espèce d'avancée au début, tu es ce qu'on appelle maître de conférence, donc c'était chercheur mais débutant, en fait, et tu enseignes, puis après tu deviens prof, puis tu peux devenir directeur d'équipe, puis etc., etc. Donc, moi, je suis devenu très jeune prof. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pile 30 ans, je crois, 32, 33, un truc comme ça. Et tu regardes et tu dis, bah, ma carrière, qu'est-ce que ça va être après, en fait? Tu sais que tu es capable de faire des résultats scientifiques. Tu sais que tu as déjà atteint le niveau qui en France est le max de ce qui est atteignable, un truc. Dis, qu'est-ce que tu fais après? Donc, moi, je suis parti du milieu académique. Parce qu'en fait, tu peux continuer après à faire le truc jusqu'au bout, mais il n'y avait plus de challenge spécifique. Donc, je dis, bah, je vais tenter le milieu industriel. Voilà. Et au début du truc, hein, j'ai donc recommencé freelance au début tout seul, à cravacher pour faire du conseil et tout, en R&D pour faire rentrer des sous, hein.
Donc pendant 2 ans, j'ai fait ça avant de prendre des Donc en salariés. gros, grosso modo, quand tu bascules dans cette partie industrielle, tu vas voir des mecs, tu leur dis: «Salut les gars, ça fait 10 ans que je travaille sur la conception d'algorithmes et je Ouais, suis sûr que je peux vous bâtir un algo pour gagner plus d'oseille». En gros, ça ressemble à exactement. ça? Et le premier truc que j'ai fait, c'est bosser sur un algo publicitaire pour un très grand groupe français, je peux pas dire qui, et ça a augmenté leurs revenus de 2%. OK. Voilà. Et grâce à ça, après, j'ai eu des clients sans trop de difficultés. Mais vraiment, le truc, c'est ça, et on s'est fait connaître comme ça. Moi, je travaillais beaucoup avec mon frère qui lui, avait sa boîte. Il était développeur web à l'origine, enfin, éditeur d'abord, puis développeur web ensuite. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans le SEO, d'ailleurs, en tant qu'amateur. Pendant très longtemps, pour moi, le SEO, c'était un side project, en fait. Mmh. On gagnait des sous en étant éditeur, en faisant un petit peu d'audit à droite à gauche, jusqu'à ce qu'on Donc crée les outils. tu avais des sites que tu Oui. positionnais, vente de Ouais. liens ou affiliation Alors, ou à peu l'époque, importe ça quoi? n'existait pas. On faisait notre premier site, screenen.com, créé en 1999. Oh Donc, putain, ouais, d'accord. donc on faisait surtout de la pub et tout, et jusqu'en 2000, c'est entre 2004 et 2007 que ça a commencé vraiment à chuter les revenus publicitaires. Mais il y a eu des très belles années, puis après ça s'est effondré. Puis, et le métier d'éditeur, c'est un métier particulier. Nous, après, on a plus switché vers la formation et le conseil. Mmh. Mais ça a été ça, et puis bah, au fur et à mesure, en réalité, c'est des vagues. Et maintenant que c'est vrai qu'on est plus assuré sur. Je sais que si jamais le projet Hibou fonctionne pas, bah, quelle que soit la raison, je me fais pas d'inquiétude pour mon avenir, par exemple. Je trouverai une Mmh. place, probablement chez un de mes anciens clients ou un ancien partenaire, c'est pas la difficulté. Donc on peut tenter des trucs plus forts qu'on n'aurait pas tenté au début. Mais Ouais. moi, j'ai tenté plusieurs fois des trucs, hein, des boîtes, j'en ai monté, hein, la plupart, elles se sont cassées la gueule quand même, hein, faut pas. Voilà. Justement, ouais, ça m'intéresse. Donc tu as un profil plutôt, académique, Ouais. intellectuel et cetera. L'entrepreneuriat, ça t'a pas fait peur? Qu'est-ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat? Non, alors nous, il y a toute une histoire familiale. En fait, c'est vrai que quand les gens disent, quand je dis que j'ai été universitaire, les gens imaginent toujours ces familles d'universitaires qui sont passés par les grandes écoles et tout. Moi, c'est pas du tout mon cas. Pendant mes études, je travaillais comme poissonnier le week-end. Donc, Mmh. j'étais formé sur les marchés, à la vente. Voilà. Après ma thèse, et donc j'ai fait un peu des longues études, une thèse un peu par hasard, parce que j'étais pas mauvais en maths et que bah, les profs disaient chaque année, mais en fait, t'es bon, continue, tu vois. Hop, et donc j'ai continué. OK. Jusqu'à la fin de ma thèse. Donc voilà, c'est un peu par hasard. J'étais étudiant salarié pendant toutes mes études. Et après ma thèse, j'ai déjà une première fois dit peut-être je suis pas fait pour ça, je suis peut-être plutôt fait pour les affaires. Donc j'ai monté une première boîte en sortant de ma thèse, ça a été un fiasco monumental. Au bout de 6 mois, on a fermé. On vendait des serveurs sécurisés bootables sur clé USB, mais ça n'a jamais pris. Voilà. OK. Donc, c'était en 2003, 2004. Et donc, comme ça avait pas marché, je me suis dit, bah, en fait, c'est pas pour moi, et je suis reparti dans le milieu académique. Donc, j'ai fait plusieurs années là-dedans, et puis après, je me suis dit, finalement, c'était peut-être cette première expérience qui n'était pas une réussite. Je faisais du conseil à droite à gauche pour arrondir mes fins de mois, donc je me suis dit que j'allais me relancer, et ça a plutôt bien marché. Mais voilà, mais même quand je dis ça a plutôt bien marché, c'est à partir de 2014 que j'ai fait ça. Et grosso modo, l'idée, on a une boîte, on est quatre hein, dedans, c'est une boîte très familiale, puisqu'il y a mon frère, ma sœur et un ami qui est aussi un de mes anciens étudiants, etc. En vrai. Mmh. Et on est une boîte de R&D, et à chaque fois qu'on a eu des idées qui n'étaient pas pour nos clients, on a essayé d'en faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a fait Your Tax Guru, par exemple, avec d'autres personnes. OK. C'est aussi comme ça que Babar est apparu. Mais on a testé d'autres trucs. Par exemple, on avait voulu faire une régie publicitaire à une époque, ça a été un échec. Donc il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, mais c'est toujours sur un truc de R&D algorithmique qu'on a travaillé. Donc c'est notre idée, c'est toujours de dire ce qu'on sait faire en algo, ce qu'on sait faire en tech vraiment un peu complexe. C'est est-ce qu'on peut en faire des produits qui vont profiter aux gens, donc qui vont être innovants. Quand on a créé Your Text Guru, c'était ultra innovant. Hein. Maintenant, il y a beaucoup d'outils qui font ça. Beaucoup sont inspirés de nous, voilà. Mais en tout cas, à l'époque, c'était innovant. Et donc, on essaye toujours d'être sur des trucs qui soient comme ça, parce que c'est notre ADN, en fait. Rapidement, du Mais coup, Your Tech Guru pour tous les gens qui connaissent pas? alors, Your Text Guru, c'est un outil d'optimisation. Alors, on dit optimisation sémantique, même si en réalité, c'est de l'optimisation lexicale, techniquement. Mmh. Donc, ce que fait Your Text Guru, c'est qu'il trouve le vocabulaire que Google attend dans des pages qui répondent à une requête particulière. Donc, en fait, Your Text Guru, ça fait le reverse engineering d'un algo de Google très particulier qui s'appelle QBST, qui est apparu dans les leaks de Google il y a 2 ans, là, enfin, il y a 1 an et demi maintenant, Mmh. et qu'on avait compris avant que ça, parce que c'était documenté dans des articles scientifiques, donc on avait compris avant.
Ok. L'idée, c'est d'aider à rédiger des contenus qui rankent dans Google. Voilà. En gros, ta page de catégorie que tu veux ranker sur mocassin pour femmes, tu mets ton texte bien optimisé, que tu as rédigé, tu mets dans le texte groupe, il va dire bah tiens, il te manque un peu de. Faut que tu parles un peu de couleur, faut peut-être que tu parles un peu de la taille du talon, C'est ça, faut pour que rajouter tu puisses. pompon, voilà, c'est tout ça. Exactement. Donc c'est à ça que sert Your Text Guru et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise. Je pense qu'aujourd'hui dans notre process, ça doit être principalement page de catégorie, vu que c'est les catégories qu'on cherche principalement à faire ranker chez nous. Mais en termes de volume d'utilisateurs, je crois qu'en France, on est l'outil le plus utilisé. Voilà. Il y a pas que nous, hein, on a des concurrents, même certains gagnent plus d'argent que nous parce que leur pricing est différent, mais en termes de nombre d'utilisateurs, je crois qu'on est devant tout le monde pour l'instant. Mais j'espère que C'est ça durera. incroyable ça. Et justement, euh, pourquoi t'entreprends toi? En vrai, alors déjà, il y a plusieurs trucs. Déjà, il y a une question de psychologie profonde. Je suis pas fait pour avoir un patron. Alors, à chaque Ok. fois que j'ai eu un chef, ça a toujours été difficile. Ça commence toujours bien et puis ça finit toujours mal. Voilà. Ok. Et maintenant, avec les années, j'ai appris. Les premières fois, on dit c'est à cause du chef qui est un abruti. En réalité, c'est à cause de moi. Oui. Voilà. Donc, maintenant, une fois qu'on sait ça, bah, on devient patron. Voilà. Et comme ça, les salariés peuvent dire pareil. Mais Exactement. voilà, et le seule personne avec qui j'arrive vraiment à travailler d'égal à égal, c'est les gens avec qui je suis associé actuellement, dont mon frère par exemple et tout. Donc c'est vraiment, on se connaît tous depuis très très longtemps en fait. Même quand il y a des tensions, on s'arrange, quoi. Et puis je trouve que c'est vraiment beaucoup plus intéressant de bâtir. Et quand j'étais universitaire, on bâtit quand on est universitaire. On a des idées, on crée des nouveaux algos, souvent on fait un peu de code pour tester des trucs, puis on montre à la communauté scientifique, et ça s'arrête là. Et ce qui me manquait profondément, c'était l'impact de ce que je faisais. En réalité, quand on fait un truc scientifiquement au point, il y a les 30 personnes qui travaillent sur la même chose dans le monde qui tous font c'est fantastique ce que tu as fait, Sylvain, incroyable et tout, great, great, Et c'est great. tout. Voilà, et ça s'arrête là. Par contre, quand tu crées un outil comme Your Text Guru, qui est peut-être moins techniquement d'ailleurs au niveau de ce que je faisais scientifiquement, bah, tu as des gens qui t'écrivent en disant putain, je me suis servi de ton outil, mes pages sont passées dans Google en top position, on a réussi à faire 10% ou 17% de croissance cette année, on va donc recruter 2 personnes, etc. Ça, c'est un impact. Et Hmm. objectivement, c'est 10 000 fois plus satisfaisant. C'est un peu comme quand j'étais académique, j'étais enseignant, bien sûr. Quand tu as des étudiants qui, 2, 3 ans plus tard, te disent ah, monsieur, c'est grâce à vos cours que j'ai réussi à avoir tel boulot, etc., il y a un impact en fait qui fait autrement plus plaisir que le reste. Et en fait, moi, c'est ça qui vraiment me motive en tant qu'entrepreneur, c'est faire des choses que les gens utilisent avec plaisir. Et qui vont leur permettre de progresser, en fait. C'est l'idée j'ai l'impression de contribuer à la progression des autres. Voilà. Pour être tout Bah à fait. ouais, C'est un peu complètement. cucu, mais c'est vraiment mon sentiment. Ouais, c'est un peu cucu, c'est bien dit. Mais j'ai l'intime croyance, moi, qu'on y revient toujours, en fait. Mm. J'ai ma pyramide des valeurs là qui s'est inversée très très fort depuis quelques mois. J'ai vendu mon business. J'étais en burn-out, surmenage, certainement, un truc comme ça. Et puis il y avait aussi bon, je me levais le matin et puis j'avais la flemme, quoi. J'avais plus envie, j'avais plus de motivation intrinsèque à ce que je faisais. Parce qu'à part gagner de l'argent, bon, ben, j'étais pas en train de sauver le monde en envoyant des produits depuis la Chine vers mes clients en Europe, tu vois. Ouais. Donc, ça a fait son temps. J'ai répondu à mes besoins financiers. J'ai travaillé un peu ma pyramide de Maslow. Puis au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, quand est-ce que je fais un truc qui va vraiment servir à quelque chose, quoi, tout Mm. simplement. Et je pense que, enfin, je me demande même, est-ce que c'est pas dans la nature humaine d'évoluer vers ça et à un moment donné de se dire, tiens, comment est-ce que je peux être utile? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de. Je sais pas. Moi, je pense notamment, je m'interroge toujours, j'en connais des gens même avec qui des fois je m'entends bien, qui ont réussi une fois, 2 fois, 3 fois en plein de pognon en fait. Et ils continuent toujours à courir après l'argent. Mhm. Ça m'interroge toujours beaucoup en fait. Mais, alors que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut tout simplement être utile et je trouve que c'est plus satisfaisant. Après, c'est chacun aussi son tempérament, sa psychologie, etc. Mais moi, je suis d'accord avec toi. En réalité, une fois que tu es plus assuré, tu reviens sur des valeurs qui sont plus fondamentales, qui sont des fois celles avec lesquelles on a été éduqué aussi et tout, hein. C'est aussi beaucoup ça, hein.
Tu vois, la musique de Orelsan qui dit tu fais le tour du monde et tu reviens finalement à la maison pour te rendre compte à quel point la maison elle était importante et vraie. Alors, c'est le cas en voyage, hein. Fais le tour du monde, au bout d'un moment, t'en as ras le cul de dormir dans des trucs à droite à gauche, t'as juste envie de dormir dans ton lit. Mais il y a aussi ce truc-là, c'est-à-dire qu'effectivement, tu es un enfant, tu vas peut-être même pendant un moment donné, rejeter, les valeurs familiales ou les conseils de tes parents et machin, puis tu vas cheminer, tu vas essayer de devenir un adulte, trouver ton truc à toi-même et puis au bout d'un moment, tu te dis: «Eh en fait, ils avaient peut-être pas complètement tort, sur les valeurs fondamentales, du truc». Tu vois, moi, par Ouais. exemple, depuis quelque temps, j'ai grandi dans une famille, de coutumes. Mes grands-parents sont de l'immigration italienne, donc tu avais la religion qui faisait partie du truc, mais je les ai jamais vus aller à l'église, je les ai jamais vus prier, j'ai jamais rien vu, tu vois? Parce que c'était pas des gens très pratiquants. Avec mes parents, bah, ça s'est, tassé et puis il y a pas eu cette continuité et puis, depuis quelques mois, heu, j'ai besoin, tu vois? J'ai eu un besoin de remettre un peu ces valeurs souches, au centre de ma vie, au centre de ma famille aussi parce que, un premier enfant, un 2e enfant qui va arriver bientôt, tu vois? Donc tu as tout un truc où tu te dis, dans quel cadre peut-être aussi j'ai envie de faire évoluer mes enfants et tu remets un peu ces valeurs souches, très basiques, de la famille, de l'amitié, de la loyauté, de l'authenticité, puis Ouais, ouais. finalement, bon, gagner 1 million de plus ou de moins, ça devient un peu moins important qu'hier, quoi. Moi, je trouve que par exemple, la loyauté, c'est quelque chose de très important, notamment même familialement, amicalement, mais dans les affaires aussi. C'est... Ah bah, oui. Non, mais tu sais que c'est un point de vue qui n'est pas forcément partagé par tout le monde. Ah ouais? Hein. Ouais. Ouais. On en voit des fois Genre, des vaut mieux être un comportements. requin et gagner, plutôt que d'être quelqu'un de loyal et d'être Et quelqu'un sur qui on peut compter et qui a pas mis de queue de couteau dans quand le ça dos fait à longtemps qu'on personne. est dans le SEO, on en a vu des comme ça, voilà. Je vais pas épiloguer, mais il y en a des gens comme ça. J'en ai rencontré plein, Mm. j'en ai rencontré plein et pendant un moment d'ailleurs, j'avais beaucoup de mal. Je pense que j'étais encore, tu vois, dans ma phase de construction, hein, pour que tu un peu mais bon, j'imagine que tu le sais, je suis dans ma trentaine, donc tu vois, il y a vraiment j'ai vraiment tu un arc, hein, il y a un espèce de passage de la vingtaine à la trentaine. Alors c'est pas que tu as un 3 devant ton âge, c'est juste que je pense que d'un point de vue, maturité, construction individuelle en tant qu'homme et cetera, machin, il y a plein de trucs qui changent et pendant longtemps, il y a eu beaucoup de jalousie, moi, tu sais, quand j'ai démarré en 2016 et j'ai plein de mes potes qui ont des chaînes YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, j'ai plein de potes, qui ont été, millionnaires, multimillionnaires avant moi. J'avais l'impression toujours, tu vois, d'être le dernier, la dernière roue du carrosse et tout. Puis je disais: «Oui, mais eux, c'est parce que c'est des connards, ils vendent des trucs, et ils n'accomplissent pas leurs promesses. Regardez leur marketing, comme il est sale avec les fausses promesses. Regardez comme c'est mal». Puis à un moment donné, je me suis dit: «Tiens, mais qu'est-ce que je joue, en fait? Qu'est-ce qui se joue en moi? Pourquoi est-ce que je ressens, toutes ces émotions, négatives et cetera?» Puis j'ai juste arrêté de hater, puis j'ai commencé à m'occuper de moi et puis ça s'est beaucoup mieux passé, tu vois? Mais je Mais pense que c'est beaucoup dur de pas regarder ce qui se passe autour de soi. surtout dans notre, moi j'ai grandi avec Instagram ou presque, hein, donc Ouais. tu vis en permanence, entouré, des gens les plus beaux, les plus intelligents, et les plus riches ou à l'inverse, des gens complètement cons et riches. Tu te dis: «Merde», des gens complètement moches qui, te tu as l'impression en tout cas de l'extérieur, et qui ont trouvé l'amour de leur vie et qui sont épanouis de dingue. Donc ouais, réussir à faire le tri de tout ça, c'est compliqué. Surtout, tu vois, j'étais dans ma vingtaine, tu as la testo du mec qui veut réussir, qui veut tout avoir, qui veut machin, donc c'était très, très, très compliqué, ouais, de faire le vrai du faux et de trouver sa vérité. Ouais, Tu as ouais, pas ouais. sa vérité à soi, parce que quand tu comprends aussi que la vérité n'existe pas, ou en tout cas, il y a pas une vérité unique pour, l'intégralité des êtres humains, sur comment vivre, comment être heureux, comment mener sa barque. Ouais, ouais. Ça aussi, je pense que c'est compliqué, tu vois? Et même sur la définition de ce qu'est une bonne personne. Tu vois, moi, j'essaye de toujours être une bonne personne. C'est pas, des fois, Ça veut dire quoi? mais ça veut dire quoi? En fait, Quand j'ai compris que la morale ouais. était effectivement, variable pour beaucoup de gens et que, ça notamment dans les affaires, tu vois?
Mm. sur ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est OK, ce qui est pas OK. Et en plus, Euh, il y a des trucs, c'est vraiment des points de vue. Avec certains, par exemple, j'ai un point de vue, tu vois, sur la notion de ce qu'est la concurrence, par exemple. Tu vois, mhm. on est dans des milieux où, en fait, on est tous confrères et tous concurrents en même temps. Là, moins Dans maintenant, le SEO. dans le SEO, ouais, parce qu'en faisant un moteur de recherche, moins quand même, hein, je voudrais pas. Ouais. Mais par contre, dans le SEO, c'est très fréquent. Et en fait, la définition de ce qu'est la concurrence, chacun a la sienne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très structurant. C'est là, d'ailleurs, les gens disent, tu peux dire à quelqu'un, t'es déloyal, alors qu'en fait, c'est sa vision de la concurrence qui est différente. Et en réalité, il n'est pas déloyal dans sa vision qu'il a de ce qu'est la concurrence. C'est quoi ta vision de la concurrence à toi, par exemple? C'est compliqué. Moi, tu vois, j'ai travaillé sur les marchés beaucoup, donc j'ai travaillé dans une poissonnerie. Tu peux avoir 3 poissonniers côte à côte dans une poissonnerie. C'est des gens qui s'entendent bien, qui s'entraident quand il y en a un qui a une galère, mais qui sont concurrents. Donc, tu vas aller voir les prix de ton camarade pour mettre moins cher si tu peux, etc. C'est un comportement qui est normal. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. C'est de la concurrence. Dans le SEO, c'est pareil. Dans les gens qui font des outils, il y en a qui vont dire, si quelqu'un fait un outil qui fait tel truc, aucun autre ne devrait faire le même. Bon, bah, tu vois, par exemple, parce qu'on a été parmi les premiers à faire de l'optimisation sémantique avec Cortex Guru, est-ce qu'on devrait estimer que personne d'autre n'a le droit d'en faire? Moi, je suis pas d'accord. Tout le monde a le droit de me copier, en fait. Je préfère que les gens utilisent mon outil, mais ça ne me choque pas que d'autres fassent le même. Enfin, le même. Fassent un outil qui ressemble. Certains vont dire qu'il ne faudrait pas faire comme ça. Est-ce que tu as le droit de débaucher un salarié d'un confrère? Moi, c'est quelque chose que je m'interdis, par contre, enfin, d'un concurrent. Mm. Mais d'autres ne se l'interdisent pas. Et en réalité, j'ai pas plus raison qu'eux, en fait. C'est un choix de comportement. Euh, le truc, c'est moi, c'est là où je vois plus le truc, c'est si tu t'engages par rapport à quelqu'un, tu dois respecter ton engagement. Ça, par contre, pour moi, c'est un truc qui est strict. Mais d'autres te diront que c'est pas grave de pas respecter. J'ai eu un patron il y a longtemps, il disait, je prends un engagement, mais si la situation change, c'est pas grave de ne pas le respecter. Ouais, ça c'est très intéressant parce que d'un point de vue personnel, moi je sais que je suis très ancré dans ce truc-là de je dis quelque chose, je vais au bout, je le fais, je m'engage, pam, pam, parce que c'est structurant, ça a été structurant pour moi, tu vois, d'avancer dans ma vie. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte de la limite de ça aussi et à quel point ça pouvait me détruire parfois. Et Mm. que si les conditions extérieures changent, tu dois aussi avoir l'intelligence à un moment donné de revoir ta copie, de reprendre la décision, de te reposer, de voir ce qui est le mieux pour toi, pour l'entreprise, pour le collectif. Et ouais, parfois, une valeur qui peut être structurante peut être aussi destructrice à un moment donné, quoi. Ouais. Puis il y a des fois, tu as des valeurs qui vont en affrontement. Je sais pas, l'interaction, tu vois, ce que tu mets comme valeur vis-à-vis de tes clients et aussi vis-à-vis de tes salariés. Qu'est-ce qui se passe quand tu as fait le vœu de respecter les uns comme les autres, mais qu'un client se comporte mal avec un salarié, par exemple, des trucs comme ça. Complètement. C'est Bon, des choses compliquées. ouais, et je pense que là, pour le coup, ça dépend vraiment effectivement de tes valeurs profondes et de ta vision que tu décides. Moi, pour le coup, j'ai toujours pris d'abord le parti du salarié. Moi aussi, mais Et c'est pas le cas de tout le monde, attention. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Ouais. mais par contre, après, si le salarié a merdé, je lui tire dessus, hein. Ah, bien Mais, sûr. mais en général, ouais, ouais, je calme toujours le client et je lui demande de respecter l'être humain, et après on réfléchit à comprendre ce qui s'est passé, ouais. Puis, Mais, mais même des ouais. trucs plus, tu vois, nous on fait beaucoup d'events. Euh, les gens ont parfois des comportements étranges avec des salariés dont ils pensent que c'est des petites mains ou avec des femmes parfois, ou etc., etc. Tu vois, as toujours des problèmes. Bien Et, sûr. c'est- Et toi, du coup, c'est quoi tes valeurs boussole? C'est quoi tes valeurs un peu cardinales, celles qui ont guidé justement tes décisions, tes choix? Euh, D'abord, je suis on est très famille, on travaille en famille, etc. Donc on a une valeur, Mmh. tout est fait pour le bien de la famille, en fait, d'une certaine manière, en premier. Mmh. C'est le premier truc. Et c'est vrai que alors, quand on dit ça, les gens disent c'est un énorme red flag dans les boîtes, donc j'hésite même à le dire, mais c'est la société est un peu une extension de ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, le facteur important, c'est la société derrière, et donc de privilégier la survie et la protection de toute la société, les salariés, etc. Donc de manière très Mmh. très forte. Et c'est vrai que nous, Pourquoi ça fait polémique? il y a des gens qui pensent que quand on dit qu'une société est familiale, c'est souvent un moyen masqué de dire que c'est tyrannique, en fait.
et qu'on demande aux gens de rester à pas d'heure, etc. Parce que c'est fameux. C'est toujours un truc dans Ah, l'écosystème startup, c'est waouh, souvent ok. vu comme un voilà. Et nous, par exemple, c'est Oui, l'inverse. ambiance familiale, CF, tu restes jusqu'à 21h. Voilà, alors que nous, tu vois, en plus là on est full remote actuellement, même si après on va reprendre des bureaux, mais objectivement, nous, c'est- parce qu'on est plus vieux, il y en a plein qui ont des enfants, etc. Donc la priorité, c'est la vie de famille. Pour les... Ouais, Si, bien si sûr. quelqu'un a une galère, eh ben, il faut qu'il règle ses galères perso avant le reste, parce que sinon il travaille pas bien de toute façon. Donc il y Mhm. a ça, et c'est vrai qu'on privilégie plutôt ça. C'est vraiment le truc le plus important. Après, on a une vision par rapport à nos clients qui est une vision de progression. C'est-à-dire que on estime que notre premier métier, même quand on vend des outils à un client actuellement, c'est de le faire progresser sur ses connaissances pour qu'un jour il ait plus besoin de nous. En Ok, fait, nous, on est donc ravis quand l'éducation. un client dit j'ai appris des trucs et maintenant, en fait, je suis autonome, j'ai plus besoin de vos conseils, puis un jour, j'aurai plus besoin d'utiliser des trucs, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui nous plaît. Donc nous, on est plutôt sur cette vision très centrée autour de l'humain, de la progression de l'humain et de la préservation de la relation entre les esprits. Je t'avais demandé tes valeurs à toi, mais j'imagine que c'est par extension un peu celle aussi de ta boîte, c'est ça? Oui, oui, bah moi, alors là, pour le coup, bah, oui, mais c'est vrai, la vision de la boîte, alors c'est pas que la mienne, hein, puisqu'on est quelques fondateurs et on est deux co-dirigeants dans la boîte, mais on Mhm. est quand même assez alignés sur. Enfin, c'est des visions qui sont partagées, sinon on pourrait pas travailler ensemble en fait. Bien sûr. Après, tu vois, des visions, on essaye de les mettre en œuvre le plus possible, mais c'est pas toujours facile. Par exemple, moi, ça arrive de devoir virer quelqu'un parce que c'est une personne qui est plus toxique pour le groupe que. Mais c'est toujours un déchirement en réalité pour moi. Et même dans ces cas-là, on essaye de faire en sorte que ça se passe bien pour la personne et tout, alors que des fois, c'est pas forcément mérité d'ailleurs. Ouais, bien sûr. D'un Mais bon, certain point de vue. Mais après, voilà. comment toi tu te sens quand tu vas te coucher le soir, c'est le plus important aussi, quoi. Oui, sur le long terme, parce qu'on vit avec soi-même. Tout à Ouais. fait. Exactement. Ouais. Ouais. Comment Donc est-ce voilà. qu'on fait pour mêler, justement un peu ce côté, hem, académique, très intellectuel, en même temps ces valeurs, très de famille, de protection de la société et ambition, compétition, faire plus, mieux, gagner plus? Ouais. Alors, il faut pas se mentir. Parce que dans ma tête, j'ai un peu la sensation que c'est presque pas antagoniste, mais Alors, heu, de fait, alors la plus grosse barrière, c'est le côté académique. Quand on a vraiment cet état d'esprit académique à l'origine, ce qui est mon cas, c'est une vraie entrave pour la compétitivité en termes de boîte. Parce qu'il y a qu'est-ce des que ça veut dire, choix. quoi, académique pour toi? Alors, académique, c'est un certain perfectionnisme technique, par exemple. À OK. vendre un produit dont tu sais que sur certains aspects, il n'est pas tout à fait au point. Mmh. Ça se voit vachement dans Your Text Group. On a des compétiteurs, par exemple, qui ont des ergonomies différentes de la nôtre parce qu'ils font le choix de mettre en avant certaines données que nous, on n'a pas mis et d'en enlever d'autres. Et on sait que ça dégrade la qualité des résultats. Nous, on le sait. Euh, Ceux qui font des algos savent que c'est. Mais par contre, ça facilite le travail des clients. Donc, c'est quelque part, on perd une partie de la clientèle parce que l'outil n'est pas assez simple à utiliser, parce qu'on refuse certains choix techniques qui, selon nous, affaiblissent la qualité de l'outil. Mmh. Alors que la bonne solution, en réalité, serait probablement d'affaiblir, effectivement, parce que plus de gens l'utiliseraient, et ça aurait même un impact plus fort, en fait. Parce que des fois, il vaut mieux utiliser moins bien un outil que de ne pas l'utiliser. Euh, Exactement. et, et donc, bah, ce choix qu'on fait et qu'on n'arrive pas à, voilà, et bah, ça fait que l'outil se vend moins bien qu'on le voudrait parfois. On perd des ventes à Mmh. cause de ça. Et en fait, le seul moyen de régler le problème, c'est ou d'accepter de changer sa manière de voir. Et je sais que je me connais, c'est trop tard, je pourrais pas. Donc en fait, ce serait d'avoir une autre personne qui s'occupe de certains aspects en réalité. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais effectivement, c'est une entrave. Et donc, C'est je pense, intéressant pourquoi tu dis: «Je peux pas», parce que tu veux pas changer. Si demain parce que quelqu'un te prouve A plus B que ça marcherait mieux, que ce serait mais plus efficace. rationnellement, je sais que ça marcherait mieux pour certains trucs, mais en fait, je sais pas si je ne veux pas tellement profondément que. Mais en tout cas, je n'arrive pas à changer. Voilà. Il faut OK. tu vois, à un moment donné, Intellectuellement, tu pourrais accepter et te dire: «Oui, je vais changer», mais grosso modo, dans ta structure, dans ton fonctionnement du quotidien. voilà, tu vois, mais des trucs très bêtes, bah, en fait, tu procrastines un peu plus, tu machin, donc en fait, tu perds tu vois, et donc en réalité, il vaut mieux, en fait, il faut que ce soit fait par quelqu'un d'autre si on veut effectivement que le changement soit fait de manière très pragmatique. Mmh.
Et donc, ça, c'est vraiment, à mon avis, la principale barrière. Le truc familial, je pense pas que ce soit un problème si la relation familiale est très franche, en fait. C'est-à-dire les gens qui travaillent ensemble depuis longtemps, etc., bah, des fois, il y en a qui font des erreurs et tout. Si il n'y a pas de problème à se le dire, etc., à chacun pouvoir dire là, tu déconnes, là, c'est bien. Je pense que c'est pas une entrave du Il y a tout. beaucoup de gens Le qui se seul. déchirent, tu sais? On dit que souvent, trouver son associé, c'est plus qu'un mariage. Ah oui. N'entreprenez pas avec votre famille parce que vous allez, du coup, vous embrouiller avec votre famille. Ouais, moi, après, comme je te disais, nous, une partie de la famille vient du commerce, avec l'habitude de travailler ensemble. C'est très familial, la vente sur les marchés, etc. Donc je pense que c'est très très différent parce que tu as une habitude de travailler ensemble dans un truc qui est parfois un peu dur, de t'engueuler sur le travail et tout, et puis de rentrer chez toi, et puis tout va bien, quoi. Donc, Mmh. parce que, attention, hein, quand on dit qu'on travaille en famille, les gens disent ça se passe bien. Ça se passe bien, ça veut pas dire qu'on s'engueule pas, hein. Ça se passe bien, ça veut dire Mmh. qu'on s'engueule, comme tout le monde, mais qu'à la fin de l'engueulade, on est capable de dire, bah, en fait, ça n'a aucune importance. Voilà. Mais c'est une dynamique qui est différente. Mais c'est un peu comme dans certains couples, les gens s'engueulent un peu et puis c'est pas grave. Dans d'autres, quand ils s'engueulent, ça finit le couple directement. Je pense, Mmh. ça dépend vraiment des personnes. Nous, pour l'instant, ça fait quand même maintenant assez longtemps. Ça a Ça fait toujours bien quelques années, fonctionné. ouais. Voilà. Ah bah oui, oui, Et donc du coup, de la franchise, une capacité à se remettre en question, à recevoir le feedback des autres ouais, peut-être? en fait, c'est le plus Pas dur. trop d'ego? Voilà, il faut être capable de, même si on a beaucoup d'ego avec d'autres, il faut que dans la cellule cette cellule un peu familiale, un peu proche, il faut que tout le monde soit capable d'entendre des choses, même difficiles. Mmh. Voilà. Quand on a mal fait un truc, il faut quand quelqu'un dit bah ça va pas, il faut être capable de l'entendre. Mais moi j'ai plein d'exemples qui me concernent, hein. Par exemple, je suis très psychorigide sur certaines choses, voilà. Quand par exemple on fait des events, donc à une époque on avait fait plusieurs events où il y a 200-300 personnes. Moi, c'est organisation militaire. La première fois que j'en ai organisé un, le planning il était minute par minute par exemple. Mmh. Et si OK. ça dévie du planning, je m'énerve. Et donc, à un moment donné, bah, il y a voilà, mon frère ou ma sœur qui va me dire: «Écoute, là, faut se calmer parce que c'est pas possible, sinon, on va se barrer et tout». Il faut l'entendre, il faut dire: «Effectivement, c'est moi qui déconne, hein», il faut souffler, le boire un coup, on peut aller s'énerver 2 secondes dehors, puis on revient et c'est fini, en fait. Mmh. Mais c'est comme quand on est enfant, en fait. Et l'avantage de travailler en famille, c'est qu'on sait quand les gens, sont au bord de la colère, on sait voilà, on a plus l'habitude. Enfin, je trouve On arri personnellement. on arrive à se connecter et du coup, pour toi, tu penses que c'est vraiment une force d'entreprendre en famille et d'être associé Oui. avec, Je pense parce que déjà on sait comment donc on peut avoir ce feedback déjà honnête. C'est important parce que souvent quand on est patron, plus la boîte grossit, plus on a des gens qui nous brossent dans le sens du poil en fait, mais qui osent plus dire les trucs qui vont pas et ça c'est le pire truc pour une boîte je pense. Donc mmh. déjà on a des retours beaucoup plus honnêtes sur plein de choses et en plus on a cette espèce de truc où on sait comment travailler réellement. C'est un peu comme des gens qui ont l'habitude, je sais pas, de bricoler ensemble ou de. Enfin, moi je bricole beaucoup avec mon père. Quand tu as besoin d'un outil, tu tends la main, tu as le bon outil qui arrive, tu vois. Quand tu arrives à travailler de manière fluide, en fait, c'est vraiment très agréable. Par exemple, dans des rendez-vous commerciaux, voilà, se renvoyer la balle habilement, etc. Quand tu as l'habitude de travailler très fortement avec quelqu'un, donc en famille, ça peut être une habitude que tu as forgée avec vraiment les années, et il y a une loyauté qui est indéfectible, souvent. Mmh. Et ça change quand même vraiment tout. Et c'est même amusant des fois de voir à quel point des clients essayent de jouer, parce qu'on a toujours des clients qui disent ah machin m'a dit tel truc, etc. Et c'est Mmh. amusant de voir les clients qui jouent l'un Qui contre essaye de l'autre. voir si Ouais, ton frère, ouais. «Tiens, il m'a dit ça, lui, il m'a donné tel prix, il m'a donné tel Et truc», c'est un sketch et tout, mais c'est amusant. Nous, on a un salarié, par exemple, qui s'occupe de l'UX et tout, et qu'il a fait le tour de toute la boîte, des entretiens d'une heure avec chaque personne pour voir en termes du X comment on voyait les choses pour le moteur. Et donc voilà, et puis bon, il fait l'entretien avec moi, il me dit ah Eddy, t'as des idées un peu différentes sur certains trucs et tout par rapport à Isabelle. Je lui dis mais attends, demain tu vas voir Guillaume, tu vas voir qu'il va avoir les mêmes idées différentes. Il me dit ah mais non, mais non. Après le rendez-vous, il m'a écrit en disant en fait t'avais raison, c'est vraiment les mêmes idées, différentes de tout le monde, mais les mêmes. ouais, Et en parce fait que c'est vous ça. avez une vision qui est pour le coup commune, quoi. Oui, en fait, on a une vision au fur et à mesure du temps et en réalité, même si on a des points de vue différents, on sait les aligner. On sait aussi quand tu parles à l'extérieur et qu'il faut tenir une seule voix, tu ne dis plus exactement. Tu vois, je sais pas comment dire. Si quelqu'un me parle d'un truc, je vais avoir un discours avec lui qui est pas tout à fait le mien, mais qui est un mix de mon discours et de celui de mon frère, de ma sœur ou des personnes qui travaillent de manière Oui, très parce très que tu es dans ta complémentaire. position de gérant de l'entreprise. Et qu'on sait synchroniser nos pensées. Donc en fait, on tient tous naturellement le même discours. Mais ce qui est important, c'est on le fait naturellement. Ah, c'est intéressant. Et donc, c'est comme si tu étais plusieurs. Enfin, tu tout seul, plusieurs. Enfin, je sais pas comment dire.
C'est comme bien si c'était sûr. plusieurs choses. Donc après, bien sûr, il faut aussi amener des gens extérieurs, des fois, pour avoir de la nouveauté, parce que sinon, des fois, tu as des angles morts, tu ne vois pas, voilà, ça tourne trop en Exactement, boucle. ouais. Tu tournes dans ton truc, quoi. Ouais, ouais. Et notamment, on le voit beaucoup, et ça se voit dans le SEO, etc., mais tu vois, parce que il y a le même phénomène l'irruption de l'IA dans le référencement, par exemple. Ceux qui travaillent ensemble depuis des années, le SEO à l'ancienne, ils ont du mal à prendre les nouvelles idées venues des plus jeunes du SEO. On le voit J'ai eu une conversation avec, Olivier, Andrieux, du coup, qui est passé, sur ce podcast, qui me dit, «L'IA, c'est de la merde». Voilà, ça m'a pas intéressé, je n'y ai pas touché et j'ai dit: «Au suivant». Voilà, Et mais à l'inverse, pour le coup, celui qui t'a recommandé, à être ici, Laurent, qui lui est tombé en amour pour le truc, s'est ouais. mis à jouer avec des LLM et cetera, quoi. Et donc, il y a vraiment ce côté, comment est-ce qu'on fait pour, bah, dans un groupe qui fait vraiment corps, en fait, comment amener les nouvelles idées. Et donc, là aussi, il faut être à l'écoute et tout. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Mmh. Ouais, parce que Et tu as là, les avantages de tes défauts et les défauts de tes avantages, quoi. exactement. Ouais. Mmh. Ouais. Comme d'habitude. C'était quoi tes ambitions, toi, alors, du coup, avec cette boîte quand vous l'avez développée? Est-ce que c'était des millions d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que c'était d'avoir des centaines de clients? Ouais, moi, c'était d'avoir des milliers de clients, donc on a réussi. Et de faire vivre tout le monde. Est-ce que la partie SEO a été une réussite complète? Moi, je suis toujours assez critique envers ce qu'on fait, donc je trouve qu'on aurait pu faire vraiment mieux. Mmh. Après, je pense que le milieu du SEO, il est en pleine redéfinition. Et donc, quelqu'un d'ailleurs qui voudrait continuer sur des activités purement SEO, aujourd'hui, il faut qu'il se réinvente beaucoup, hein. Beaucoup, beaucoup. Les outils SEO, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait faire pour les moderniser. Pas pour maintenant, parce que là, aujourd'hui, ils sont encore comme il faut, mais dans un an et demi, en fait, ce sera très probablement différent. Il faut Tout aura vraiment beaucoup. certainement changé, ouais. Mmh. Oui, oui, c'est largement envisageable. On va avoir l'AI Overview qui va arriver en novembre en France déjà, puisque aujourd'hui les Français ils ont un peu un train de retard sur cette vision du futur parce que ça n'a pas été déployé en France en fait. Et ils se rendent pas Mmh. compte. Il suffit d'aller. Les Français voyagent pas assez. Tu vas aux US, aux US en ce moment c'est moins facile, mais tu vas n'importe où en fait, tu vois que Google ça n'est plus du tout ce que nous on voit en France. Voilà. Exactement. C'est qui me parlait de ça? Je pense que c'est Laurent. Google C'est Laurent AI? probablement. Ouais. Mm. Google AI qui est, du coup, un autre moteur de recherche? Un Bien nouveau sûr. moteur de recherche? Oui, oui, c'est en grande partie l'ancien, mais il y a 10-15% de trucs nouveaux qui changent absolument toute la manière de faire et qui vont donc changer euh, le SEO. Pas fondamentalement, hein, les mêmes méthodologies vont continuer à exister, mais il faut quand même se réinventer. Les métriques de réussite ne seront plus les mêmes, etc. Tu vois, la notion de mots-clés à fort volume perd son sens et tout. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui vont. Donc, ça implique des changements. Et les gens, ils ont du mal à évoluer, quoi. Ils ont du mal. Et donc, pour le coup, pour que tout le monde puisse comprendre, Google AI, c'est un moteur de recherche type, Perplexity, type, ChatGPT, c'est-à-dire ça va être Ah, conversationnel comme ça? ouais, c'est un peu moins conversationnel qu'un Perplexity, mais Mmh. plus que ne l'était Google, beaucoup plus. Je pense que très, très gentiment, ils veulent faire progresser tout le monde vers des modèles conversationnels, mais eux, ils ont les moyens de le faire en accompagnant la transformation business aussi du secteur. Parce Bien que sûr. un chat GPT, ils s'en foutent en fait. Ils gagnent pas d'argent, ils peuvent foutre un coup de pied au cul à tout le monde, dire voilà, maintenant c'est comme ça, puis après ils voient comment gagner de l'argent. Google, il faut qu'ils Mmh. préservent leurs revenus, même si la plus grosse partie maintenant c'est YouTube. Que ça, je vois pas encore ce revenu être entravé par les outils d'IA. Ils pourraient perdre quand même. Tu vois, si d'un seul coup les moteurs standards pouvaient plus se monétiser pareil, ils perdraient 30% de leurs revenus directement, par exemple. Tu imagines? C'est énorme. C'est énorme. Ouais, on parle de milliards de dollars. Ouais. Qu'est-ce que ça change, aujourd'hui dans le panorama, SEO, référencement naturel? J'ai des sites e-commerce qui sont positionnés, j'ai mon site, en tant qu'entrepreneur qui est positionné dans peu importe le secteur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois suivre? C'est quoi un peu tes conseils pour, me «mettre à la page» entre guillemets de l'IA et pas me faire bouffer ou pas disparaître? Alors, il y a deux trucs différents. Il y a un premier truc qui est par rapport à ces nouveaux outils-là. Aujourd'hui, ces outils-là, ils drainent très peu de trafic vers les sites web. Certains disent que c'est du trafic qui est plus qualifié, plus de conversion, d'autres disent que c'est pas vrai. Je pense que c'est au cas par cas. Aujourd'hui, c'est compliqué de comprendre en fait ce qu'on gagne
via ces moteurs-là. Pourquoi? Parce qu'ils ils sont fondamentalement différents d'un moteur de recherche comme Google. Google, tu t'envoies du trafic et le trafic se transforme ou pas en pognon. Voilà. Et c'est hyper facile à mesurer. En fait, si tu mesures ton trafic, tu mesures ton CTR, etc., ta position, tu comprends à peu près si tu réussis ou pas. Avec un moteur de recherche conversationnel, une mention peut provoquer un changement d'état d'une personne qui devient client le lendemain. Et ça, Mhm. tu peux pas savoir. Donc, tu es vraiment sur cette notion de comment comprendre ce que les changements comportementaux induits par ta présence dans ces moteurs, que tu ne peux même pas vraiment mesurer. Et donc, tu es vraiment sur un truc qui est très très complexe. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Euh, la seule mesure qui indique qu'il se passe quelque chose, en réalité, c'est le temps d'usage de ces outils. Aujourd'hui, il y a des systèmes à la médiamétrie en France, mais qui mesurent combien de minutes tu passes par jour sur ChatGPT, combien de minutes tu passes par jour sur Google. Et en fait, c'est à peu près le même nombre de minutes. Ça y est, waouh. Ouais. Mais par contre, en trafic, il y en a un, c'est 1%, l'autre, c'est 99%. Pourtant, si tu passes 1 heure sur Google et 1 heure sur ChatGPT dans la journée, tu as quand même dû faire des trucs qui vont changer ta vie sur ChatGPT. Hmm. Donc, la question, c'est comment comprendre que quand tu es mentionné dans ChatGPT, il va se passer quelque chose sur un autre canal derrière. Et c'est ce que disent les gens de Google d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas une substitution d'usage. On ne sait pas encore ce que fait disparaître ChatGPT. ChatGPT fait disparaître des actions quelque part dans la vie des gens, mais on ne sait pas encore vraiment où. Est-ce que c'est par exemple tu regardes moins la télé, et donc la télé a moins d'impact pour toi? Parce que Google, visiblement, en termes de trafic, ils sont à peu près similaires. Donc en fait, c'est ailleurs que les gens se renseignent sur ChatGPT pour des fois aller sur Google chercher un site web pour acheter quelque chose. Mais la réalité, c'est que c'est ChatGPT qui a produit le comportement. Donc c'est très important d'y être. Parce que si demain quelqu'un s'intercale à ta place dans ChatGPT, eh ben, in fine, la personne ira peut-être sur Google pour chercher un site web, mais ce sera plus le tien qu'elle ira chercher. Mhm, complètement. C'est comme la pub à la télé en France Carglass. Quand tu as Carglass plutôt que France Pare-Brise, et ben en fait, tu as le réflexe d'aller chercher Carglass après sur ton moteur. Complètement. Et donc, c'est très difficile à mesurer. Aujourd'hui, il faut utiliser des outils de mesure d'audience. Il y a Profound, Peripel, PromptWatch, etc. Il y a plein d'outils qui font de la mesure par de voix dans les LLM. Tous sont nuls parce qu'ils font des prompts qui sont pas du tout réalistes. Moi, je trouve que la seule mesure réaliste aujourd'hui, c'est de regarder dans les logs de son serveur le nombre de requêtes qui ont été faites au site web par les bots de réponse instantanée des LLM. Ok, Parce que intéressant. quand un bot de réponse instantanée vient chez toi, c'est que ta page web a été considérée pour fabriquer un résultat Mhm. dans le chat GPT ou autre. Ce qui veut dire qu'en fait, si tu es bon, si tu as un bon EAT, donc une bonne autorité, etc., très probablement tu as été cité comme source et peut-être tu as eu un impact. Et donc si tu vois quelle est la page qui a été hitée par le bot, en fait, tu peux savoir quelles sont les pages qui ont potentiellement un impact sur tes clients dans ta chaîne de comportement du client. Ouais, mais j'ai demandé, alors que j'ai eu des clients comme ça qui sont venus, oui, bah, j'ai tapé dans le ChatGPT, formation, e-commerce, machin, puis je suis arrivé chez toi, et donc me voilà. J'ai trouvé ta chaîne YouTube, j'ai regardé les contenus et donc voilà. J'ai dit: «Bon, OK, c'est bien». Pour le coup, sauf erreur, mais ça a dû convertir, donc c'est intéressant. C'est des gens qui ont une action, une intention d'achat, qui cherchent à comparer, bon, OK. Et du coup, j'ai dit: «OK, beh, ChatGPT, dis-moi, comment est-ce que je peux faire pour que je ressorte plus souvent, dans les résultats et cetera?» Ouais. Et là, il t'a raconté n'importe quoi. Bah, il m'a dit ce qu'on sait déjà, quoi, «Ah bah tiens, Ouais. tu pourrais, améliorer cette page-là, recréer une page, à jour, avec, je sais pas moi, plus de témoignages, ou sur le contenu». Mais moi, ce que j'ai compris en tout cas, c'est que c'était cross, plateforme. Mm. C'est, parce que, il y a du contenu sur Instagram, c'est parce qu'il y a du contenu sur YouTube, c'est parce qu'il y a un site internet avec des pages, que le tout est cohérent, qu'il y a des avis, qu'il y a de l'antériorité, qu'il y a de bon, c'est ce que j'ai cru comprendre, quoi. Mais tu vois, si tu as eu Laurent en podcast, il a dû te parler de cocon sémantique, peut-être? Et oui, son concept du coup du cocon sémantique étendu Voilà, à l'époque on faisait, sur le web, enfin sur le site web, bah, voilà. Et aujourd'hui il faut maintenant, faire on la même fait chose mais globalement. sur le web. Ouais. Voilà. Puis ça fait Et du sens, hein? bien sûr, Laurent, il brande ça très bien. Hein, je veux dire, pas de souci, hein, ça a fait son succès, etc. Mais il a raison dans le fond. C'est ce qu'il faut faire. Moi, je dis que c'est du carpet bombing. Hein. Faut bombarder le web d'un pattern cohérent qui parle de toi, en fait. Et qui est Mmh. cohérent par rapport à ce que tes clients vont chercher. Donc, il faut que
dans toutes les questions que vont se poser les clients pour aboutir à acheter ton produit, il faut que tu aies un contenu qui y réponde, qui soit chez toi, mais qui soit aussi chez des tiers. Ouais, chez d'autres, bien sûr, ouais, ouais. Ce qui va donner, l'autorité Mais, sur le mais en long terme. réalité, on réinvente encore une fois la poudre, hein, d'une certaine manière, parce que c'est un comportement, un commerçant qui veut faire parler de sa boutique, c'est ce qu'il fait en fait, hein. C'est bien. Complètement. C'est pas... Après, techniquement, il y a des outils pour faire ça, etc. Mais voilà. Par contre, non, il y a un autre aspect que je voulais dire, c'est que il y a un truc qui est comment est-ce qu'on fait pour être présent dans ces outils, ce qu'on appelle le Generative Engine Optimization plutôt que le SEO, donc comment est-ce qu'on fait pour être référencé là-dedans. Mais il y a un autre truc, c'est qu'il faut pas oublier que ces outils, au-delà de changer ce que sont les moteurs, ils changent la manière dont on travaille. J'imagine que tu travailles plus du tout tes sites de la même manière depuis qu'il y a l'IA. Et tes concurrents, c'est pareil. Et les barrières d'entrée sont en train de s'abaisser énormément. Et ceux qui sont le plus à même d'utiliser des outils d'IA, donc ceux qui sont devs, etc., c'est à nouveau les rois du pétrole parce que les devs, par exemple, ils sont bons pour faire du dev. Généralement, c'est pas les cadors pour faire du copywriting, etc. On leur met entre les mains un outil qui leur permet d'en faire comme des bourrins, sans trop se poser de questions, peut-être un petit peu moins quali quand c'est un humain, mais avec une dimension énorme, avec de l'API, etc. Et c'est les premiers à être capables d'APIfier tout et n'importe quoi pour automatiser, vraiment de manière très très forcenée. Donc ça crée des nouveaux concurrents qui travaillent différemment, nativement avec les outils. Et donc la réalité, c'est que quelqu'un qui est en très bonne position aujourd'hui dans les moteurs, qui a l'impression qu'il passe bien dans les moteurs LLM, eh ben, il faut quand même qu'il change tous ses process de travail parce que en fait, des concurrents vont arriver qui vont travailler différemment et qui vont le pourrir. Mmh. On commence à le voir sur des domaines, alors je peux pas dire lesquels, mais je travaille beaucoup avec des gens qui sont dans le parajuridique, création d'entreprise, tous ces trucs-là, etc. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, c'est des équipes de 2-3 mecs, hein, ils défoncent tout le monde en fait, parce que entre les trucs automatisés, écrire des statuts d'entreprise avec de l'IA, avec une petite vérification humaine, ça se fait en 5 minutes, là où les mecs faisaient travailler des avocats et tout. Enfin, tout a changé en fait d'un point de vue manière de faire, et donc ces nouveaux arrivants en fait finissent par défoncer les gens, parce qu'ils font des choses qui sont au moins aussi efficaces pour beaucoup moins cher en réalité. Ouais, ce qui est à la mode en ce moment là aux US, c'est, les boîtes de 2 personnes, qui font 1 million d'EBITDA par an, et tout automatisé avec des IA, quoi. Mais moi, c'est amusant parce que quand j'ai commencé les affaires donc en 2014, j'ai été pendant 2 ans freelance. Je crois que mon plafond, ça a été de faire 300 000 balles sur une année tout seul. Ça me saoulait de faire plus en faisant du conseil, surtout R&D et un peu d'audit SEO, etc. À l'époque, c'était pas mal de faire ça. Maintenant, ça fait rigoler tout le monde quand on dit ça, mais en fait, c'était un très bon truc. Et là, je me suis rendu compte, on a fait un MCP pour Babar, etc. Donc, je me suis C'est quoi dit, MCP? le MCP, c'est les microserveurs que tu fais tourner en local sur ton ordinateur Mmh. pour aller prendre la data d'un outil et l'intégrer dans Claude pour que Claude, en fait, remplace celui qui manipule l'outil. OK. Donc le MCP Babar, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte à Babar. Et Babar, c'est un outil qui fournit des trucs sur le PageRank, sur les backlinks, etc. Et donc Claude peut manipuler les backlinks comme le fait un consultant SEO, par exemple, pour faire de l'achat de liens avec ça. Et donc tu peux faire des trucs comme ça avec Your. Et donc littéralement, tu fais disparaître le consultant SEO au profit de Claude qui manipule les outils. Et derrière, tu vérifies ce qu'il fait pour faire un audit. Il y a 10 ans, il me fallait 3-4 jours, l'audit d'un site web. Avant les LLM, en ayant tout automatisé, il me fallait une journée. Et avec les MCP divers et variés que j'ai utilisés, il me faut 30 minutes, livrable inclus. Ouais, tu imagines? Voilà. Et donc, un audit, maintenant, je sais pas, ça dépend, les prix des audits dépendent de la notoriété des personnes qui les font essentiellement. Donc, moi, je peux vendre un Mmh. audit 5000 balles facilement, un audit qui est pas trop emmerdant. Bah voilà, s'il te faut une demi-heure pour le faire, en fait, ce qui est le plus coûteux, c'est le temps de livraison et de discussion avec le client, en fait. Alors qu'avant, et donc, en réalité, une personne seule qui fait ça peut en vendre un par jour. Tu vois, tu fais l'audit le matin, tu le livres l'après-midi même. Enfin, tu vois, ou tu fais comme ça. En réalité, donc tu peux gagner 4-5 000 balles par jour. Euh, ça change tout, en fait. Ça change le game. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais même si tu es un débutant et que tu vends ça à 1000 balles, tu es donc un débutant avec un TGM de 1000 balles. Bah, en fait, pour un C'est débutant, c'est énorme, hein. décevant. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et donc, ça change complètement les choses. Et donc, les Sur boîtes qui sont à 2 font 1 million, j'y crois, en fait, à cause de ça. sur quel, pan, il faut qu'on étudie, l'IA, il faut qu'on s'y intéresse plus sérieusement, pour monter en compétences. Laurent, par exemple, il disait, «Il faut que tu apprennes, à écrire des prompts. Il faut que tu deviennes un prompt engineer».
Ouais, il y a deux trucs simultanés, donc il faut bien sûr apprendre à prompter. Et alors c'est amusant parce que les meilleurs utilisateurs de l'IA, c'est très paradoxal, c'est les profs, parce que c'est ceux qui savent le mieux donner des instructions à des gens qui ne sont pas compétents pour qu'ils le deviennent. Ok. Donc il faut se mettre dans la peau d'un prof en fait quand tu discutes avec une IA, et donc tous tes prompts, il faut les réfléchir comme voilà, tu as un élève, il est un peu moins il est pas bon, mais il est pas con. Donc il faut tu dis ce qu'il faut faire. Donc il faut apprendre à prompter, à dialoguer avec la machine, etc. Et en fait le seul moyen d'apprendre, hein, c'est de le faire beaucoup. Donc il faut passer son temps avec. Moi j'ai littéralement trois modèles, enfin j'ai plus, mais j'ai trois modèles grand public qui sont tout le temps ouverts sur un écran, qui sont Claude, Gemini et ChatGPT, et je pose toujours les mêmes questions en trois pour voir la différence, pour voir les trucs, etc. Sauf pour les images où ils le font pas tous, mais pour ça. Et puis après, donc il faut apprendre à prompter. Euh, c'est pas très compliqué en réalité, hein. Je veux dire, quelqu'un qui en fait une semaine, 2 semaines de manière forcenée, il saura bien faire après. Il faut comprendre que c'est donc apprendre à décomposer sa pensée en fait pour raisonner en bloc en fait. Voilà. C'est un travail qui est pas très compliqué. Un prof sait faire, un manager sait généralement assez bien faire. C'est plus dur pour les gens qui n'ont aucune expérience de la vie professionnelle. Mais voilà, mais typiquement, il faut comprendre qu'il faut vraiment décomposer. Et le truc qui dit écris-moi un texte sur tel sujet, ça marche pas. Le truc qui dit Mhm. voilà comment j'écris d'habitude, on donne un texte, un exemple. Voilà ce que j'ai lu pour fabriquer mon article. Hop, on le donne un exemple, etc. Et à la fin, écris-moi l'article avec tel plan, ça fonctionne mieux. Alors, je n'apprends rien à personne, hein, là c'est dans le degré zéro, mais il faut tout décomposer comme ça. Il faut apprendre ça, il faut apprendre à vibe coder. C'est du prompt mais évolué, donc à écrire du petit code pour faire des trucs. Parce que littéralement, on peut dire ah, ça sert à rien, etc. Mais en fait, ça sert à tout. Imaginez par exemple, je vais vous donner un exemple qui est très concret. Vous faites une levée de fonds, quelqu'un écrit des statuts pour vous, un pacte d'associés, faut faire un business plan. En réalité, dès que vous avez les 3-4 premiers documents, Claude peut tout faire pour vous après, en vibe codant des trucs, peut faire des business plans incroyables, des trucs prévisionnels pour des crédits et tout. En fait, ça peut tout coder en fait. Coder, c'est faire des macros Excel déjà, par exemple. Mhm. Faire une feuille Excel qui fait des trucs compliqués, ça peut le faire. Et c'est déjà le premier pas vers tout ça. Donc, ça, c'est des choses à faire. Faire tout un tas de micro-outils pour automatiser. Les gens qui font de la vente de liens, par exemple, ont toujours des micro-bases de données pour voir que tout se passe bien, pour maintenir les trucs. Ça le fait nickel. Faire des trucs qui font de la facturation automatiquement, toutes ces choses-là. Et puis après, il faut apprendre à se servir des modèles qui ne sont pas les grands modèles qui ont pignon sur rue. Donc il faut apprendre à installer ce qu'il faut pour faire tourner des modèles chez soi. Il y a un truc qui s'appelle Ça, LM tu penses Studio. vraiment que qu'il faut qu'on y mette les mains dedans, sinon demain on sera en retard? Et écoute, je connais des gens dont le métier, c'est d'être commerciaux ou de faire des trucs dans le milieu culturel, donc ils comprennent rien à l'informatique et tout, ils y arrivent à le faire. Et en fait, ça permet d'avoir des modèles euh, qui sont, euh, qui sont souvent plus efficaces, les modèles comme Qwen, etc. Faire des trucs qui sont bien. Et je pense que ça vaut le coup d'apprendre parce que en réalité, quand tu commences après à automatiser certaines choses, pour des raisons de coût, il faut que tu te serves de ça. Regarde, tu vois, on parlait tu- tu- de e-commerce. L'e-commerce tu vois, prenons l'exemple un peu du dropshipping. Le dropshipping, tu vends des produits que tout le monde a. Voilà. Mhm. Comment est-ce que tu fais des photos qui sont toutes uniques si tu as un catalogue de 10 000 produits? Bah, Faut que tu automatises. c'est une galère. Voilà. Et il faut que tu automatises avec un modèle image Mhm. qui coûte une blinde en fait. Ouais. Si tu installes chez toi sur une machine Evo X2 qui vaut 1 700 € hors taxe, un VLM Qwen, il tourne tout seul. Tu le fais tourner avec LM Studio. Il te faut une demi-journée pour comprendre comment le configurer, même si tu es complètement nul. Et après, tu peux l'automatiser avec N8N ou avec n'importe quoi, comme tu faisais avec un autre LLM. Et en fait, ça tourne chez toi et ça consomme 240 watts. Et tu peux faire toutes tes images avec un process comme ça qui te coûte que dalle. Et donc derrière, il n'y a plus de crédit acheté, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de trucs. Voilà, exactement. Tu es totalement indépendant. Tu as, si le truc s'arrête, bah, toi, ça continue. Enfin, tu peux tout faire comme ça, en fait. Et donc, tu peux vraiment faire des choses. Euh, en réalité, c'est l'étape 2 de l'automatisation. C'est que ce qui bloque les gens une fois qu'ils savent automatiser, c'est le prix, en fait, de l'automatisation. C'est à quel moment c'est rentable ou pas de faire des trucs. Si tu dois payer 10 centimes par image, tu fais pas, en fait, probablement. En tout cas, tu es moins audacieux. Tu le fais que pour les produits qui fonctionnent, etc. Imaginons que ça te Exactement. coûte que dalle. En fait, tu dis, bah, en fait, je m'en fous. Je vais prendre tous les produits et faire un truc. Et- Et je vais raconter une histoire bien, bien avant l'IA. Je fais vraiment Père Castor quand je dis ça, mais c'est Père Castor raconte-moi une histoire. Euh,
un des premiers trucs qu'on avait fait un peu filou avec mon frère, en 2002, 2003, on copiait le catalogue Amazon et on faisait une copie d'Amazon en fait avec un autre look and feel pour vendre des produits Amazon. Mais c'était Amazon en fait, hein, mais juste pour bénéficier de l'affiliation. En fait, ce genre de truc, ça a fonctionné pas longtemps parce qu'après toutes les duplications d'Amazon étaient détectées par Google en réalité. Mhm. Si tu réécris tout avec de l'IA, hein, ça marche. Mais tu es obligé de faire de telles masses de trucs que personne ne le fait parce que personne copie 1 million de pages web en les Mhm. réécrivant. Attention, c'est illégal, hein, je pense, très probablement. Il ne faut pas le faire. Mais si quelqu'un avait envie de le faire, en réalité, il faut avoir une infrastructure chez soi avec des modèles. Parce que sinon, ça te coûte beaucoup trop cher. Ah, vous me donnez envie de passer du temps, mais je me dis que ça va être un gouffre. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un rabbit hole. Je vais tomber dedans, ça va me bouffer des centaines d'heures, ce truc, et je sais pas ce que je vais en foutre, quoi, tu En vois. fait, le problème, c'est que si à l'origine, tu n'as pas le profil dev, etc., les débuts vont être très laborieux. C'est un peu comme, tu fais du sport ou pas? Ouais. Ouais. Au début, quand tu te mets à faire du sport, c'est l'enfer. Il n'y a rien qui va et tout. Et donc, la plupart des gens, ils abandonnent. Mais dès que tu passes cette barrière de l'abandon et que tu continues, ça devient naturel et ça roule tout seul, en fait. Mais c'est ça qui est le plus dur à Et passer. puis surtout, j'ai eu un profil tech il y a très, très longtemps et je l'ai laissé tomber, j'ai mes potes qui faisaient mes examens quand j'étais en école d'ingé et tout ça, tu vois? Ouais, Et puis là, bravo. j'ai la chance d'avoir bâti des équipes et tout, donc tous les trucs chiants, de merde qui m'intéressent pas, je mets plus les mains dedans depuis des années. Et donc là, devoir, réinstaller, une machine, virtuelle ou je sais pas quoi, ou installer un serveur déjà, ça m'a fatigué quoi, rien que d'y penser. Mais c'est passionnant. Mais tu sais que moi, quand on a monté Babar, au début, j'avais que des petites boîtes. Babar, il y a plus de salariés. Et donc, je passe beaucoup plus de temps à faire du management et tout qu'avant, en réalité, ou de Mmh. l'admin. Mais je me bloque toujours des semaines pour développer, pour faire du dev encore. Pour tester des trucs, pour, Ouais, parce que c'est souvent à Noël. À Noël, en fait, la boîte, elle est fermée. En réalité, il se passe rien. Donc, pendant 2 semaines, et ben, tous les jours, je fais 3-4 heures de dev. Et en fait, quel plaisir tu vois, et je rattrape le retard que j'ai ouais, tu accumulé. retournes Ouais, à tes passions quoi. ouais. Mais bon. Bon, donc du coup, ça s'appelle redonne-nous les références, on peut pas installer de machines virtuelles un peu sur un ordi qu'on aurait à la maison? Non, il faut Ouais, vraiment acheter une en machine? fait, c'est toujours pareil. C'est si tu as une machine avec un GPU costaud ou si tu as un Mac avec un processeur Apple Silicon, tu installes LM Studio et en fait, c'est natif. Donc LM OK. Studio, c'est un soft, après tu télécharges les modèles sur Hugging Face, tu les mets dedans et tu as une interface conversationnelle comme ChatGPT. Donc ça, c'est le miracle, c'est vraiment Mais n'importe par qui contre, c'est un autre point qui était soulevé aussi, c'était, la confidentialité des modèles qui n'en sont pas, hein. Visiblement, tout ce qu'on ouais. raconte à ChatGPT, un jour ou l'autre, Ah ça se bah, retrouvera sur internet. Et rien que pour un modèle de confidentialité, ça serait déjà pertinent de le faire comme ça, ouais, non? notamment, tu vois, les gens qui ont un business qui est de faire du conseil pour des boîtes, des gens qui font du trading, des trucs comme ça, en fait. Si tu utilises des modèles, c'est mieux d'utiliser des modèles internes, hein. Ouais. Ouais. OK, et du coup, tu recommandais, c'est quoi le LLM que tu as recommandé? Quant? Qwen, j'ai parlé de Qwen. Qwen. Ouais, Qwen qui est un truc chinois, DeepSeek, Qwen, etc. Mais objectivement, chaque semaine, le meilleur modèle à utiliser change. Ceux OK. qui ont des machines qui commencent à être assez puissantes, ce qui est bien, c'est d'utiliser GPT OSS 120 Go, qui est le seul modèle open source fait par OpenAI, qui est un très bon modèle, par exemple. OK. Voilà, tous les Llama 3.1, etc., sont des très bons modèles aussi, hein. Il y a plein de bons modèles. Ça, c'est les trucs de Meta, c'est ça? Llama, c'est Meta, ouais, tout à fait. Mmh, Ouais. OK. Bah, j'ai un ordinateur qui sert à rien à la maison, avec un Est-ce que gros t'as, GPU pour jouer. voilà, c'est ça. Est-ce que tu as un gros GPU, hein, c'est la seule question, hein. Bah, Ouais, c'était un ordi pour jouer aux jeux vidéo, ouais, ouais, ouais. Donc voilà. logiquement, il y a un GPU qui devrait être plutôt solide. Quelques questions, Sylvain, avant de clôturer, notre échange. Après tout ce parcours, aujourd'hui, comment est-ce que tu te définis, toi? Tu es un chercheur, tu es un entrepreneur, tu es un philosophe? Alors d'abord, je dis que je suis informaticien la plupart du temps, comme ça, quand on me demande dans un Bien old contexte où les school gens, ça. quand les gens me connaissent pas, je sais pas, tu vois, association du coin dans ma ville et tout, Hein, on me hein. dit, ah, tu fais quoi? Je dis, je suis informaticien. Et ça s'arrête là, les discussions, comme ça, c'est réglé. Et est-ce que tu as connu cette musique qui s'appelait, Ingénieur de informaticien, ingénieur bien sûr, informaticien, bah oui, je bien sûr. suis. Ça devait être le Mais dans le mème qui fond, n'était pas qu'on connaissait pas le mot mème à l'époque, mais c'était le mème ouais. de l'époque.
Mais dans le fond, j'ai toujours du mal à me définir. Souvent, je dis que je suis chef d'entreprise en réalité, pour une boîte qui fait de l'IA. Ok. Mais parce que la plupart de mon boulot, ça reste quand même du boulot de patron. Dans une journée, plus de la moitié de ma journée, c'est ça. Et l'autre moitié, c'est contribuer au choix algorithmique. Voilà. Très bien. Mais, mais je suis plus entrepreneur qu'autre chose, au stade où on en est. Qu'est-ce qui te ouais, surtout là, ça va être un Oui, chemin intéressant là de oui, c'est tout à que fait. des nouveaux. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui, toi? Ah, ma femme. À part ça, elle est pas là en plus, tu vois, je dis ça, elle est pas là. Ouais. Ce qui me rend heureux, c'est de travailler sur des choses d'avoir les moyens de travailler sur des choses qui me plaisent avec les gens que j'aime. Mmh. Voilà, c'est tout. Réellement, hein. Le reste, c'est que du bonus. Tu vois, le fait que ça marche, je veux faire des trucs à impact, et le fait que ça marche, c'est un bonus. Mais le fait de travailler sur ces choses-là avec des gens avec qui j'aime travailler, c'est vraiment ça c'est mon bonheur de tous les jours, en fait. Tu vois, il y a le truc où tu es content de temps en temps parce que tu as réussi un truc, mais tous les jours, j'ai envie de travailler parce qu'on est une équipe qui charbonne, en fait, sur ces sujets-là. Ça me motive. Comment est-ce que tu gères l'équilibre entre la tête, partie scientifique, intellectuelle, et la partie cœur, intuition, spiritualité, ressenti? Les gens vont te dire que je le gère pas vraiment. Mmh. Voilà. Donc, par construction, je suis pas toujours bien équipé pour tout, pour le ressenti et tout. Des fois, j'ai un peu de mal. Donc, je suis beaucoup plus rationnel et pragmatique qu'autre chose. Mmh. Euh, D'ailleurs, travailler avec moi, c'est fatigue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est souvent usant à cause de ça, en fait, parce que d'abord l'efficacité du process avant la fluide. Enfin, voilà, je peux être assez hard en fait. Il n'y a pas d'arrière-pensée, mais l'interface est difficile, on va dire. Mmh. Euh, Après, la partie spiritualité, etc. Moi, je suis très branché philo depuis toujours. J'ai failli faire des Mmh. études de philo en fait. Mais c'est plus dans un principe de rationalité pour comprendre, plus que pour éprouver. Je sais pas si c'est assez. Enfin, je sais pas si c'est très clair dans la manière de dire, mais voilà. Quel courant philosophique du coup, t'intéresse, t'étudies, tu lis, Moi, je suis très branché sur la philosophie liée aux maths, etc. Donc le constructivisme et ces choses-là. Donc c'est plus les approches de comment la vie se définit par rapport aux objets mathématiques et ce genre de choses. Tu vois, ça reste très. Voilà. C'est de la niche, c'est de la Voilà. philosophie de Mais tu vois, niche. là, j'ai tous mes bouquins de philo qui sont derrière. C'est amusant. J'en ai plein Comment de. la vie est définie en fonction des objets mathématiques. Non, en Ça, c'est fait, intéressant ça. il y a beaucoup de trucs sur la logique. Il y a beaucoup de trucs, c'est de la philosophie très anglo-saxonne, en fait, par exemple, Mmh. euh, sur le pragmatisme et ce genre de choses. Les pragmatiques, après, avec aussi ceux qui sont partis revivre dans la nature parce que d'un point de vue pragmatique, ils trouvaient que l'homme devait rejoindre Enfin, il y a tout un tas de trucs par rapport à toutes ces choses-là. Donc c'est des choses qui m'intéressent parce que ça correspond aux questions qu'on peut se poser sur la place de l'être humain qui est capable de Complètement, penser dans un monde qui n'est pas pensant, en fait, qui n'est pas conscient et tout. complètement. J'aime beaucoup tout le courant de philosophie qui est lié à l'IA, en fait, sur la conscience, etc. Il y a un mec qui s'appelle Dennett, qui est un philosophe qui est spécialisé là-dedans et qui d'ailleurs prétend qu'il n'existera jamais d'intelligence artificielle, au sens où certains en parlent, parce que justement la conscience, la notion d'âme humaine, etc., c'est quelque chose de très particulier, et qui ne peut pas exister dans une machine par définition même de ce que c'est. Ouais. Après, voilà, c'est Et est-ce c'est- que tu c'est- penses que l'IA va nous tuer alors? L'IA va peut-être nous tuer, mais pas consciemment en fait. C'est un peu de la même manière que une voiture, si tu te mets sous la voiture et qu'elle est en haut d'une pente et qu'elle tombe, si tu te mets en dessous, t'es mort, quoi, tu vois. Donc il y a un danger par rapport à ce que c'est en tant que tel, en tant qu'objet, mais je ne crois pas, pour l'instant en tout cas, je crois pas à Que l'existence d'une. consciemment, Ouais. Et donc l'IA reste un outil qui peut nous tuer, mais parce que il a été conçu pour, même malgré nous peut-être. Mais en tout cas, plus, tu vois, une IA, un robot piloté par une IA qui tuerait un être humain, c'est ou parce qu'il a été programmé pour moi, mmh. ou parce que c'est un accident industriel en fait.
Tu vas sur une chaîne de une usine de construction de voitures 100% automatisée aujourd'hui, si tu te mets au mauvais endroit, t'es mort. Hein. Oui, bien sûr. Le robot, il Voilà. va faire sa tâche, quoi. Il va. Voilà. Et donc, bah là, en fait, voilà, moi, j'ai une vision assez simple là-dessus. Ancien chercheur en IA, je ne crois absolument pas qu'on arrivera à une intelligence artificielle telle que beaucoup l'annoncent, euh, en tout cas dans un futur que je connaîtrai de mon vivant. Ok, Et je intéressant. peux me tromper, hein, parce que, attention, je me suis On peut trompé tous assez se souvent dans mes tromper. prédictions. Voilà. On peut tous se tromper. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? De faire de piloter une boîte qui fait vivre tout le monde. C'est-à-dire Hmm. qu'on gagne l'argent et qu'on paye tout le monde. C'est ma plus grosse fierté, en fait. Euh, et après, c'est l'impact qu'on a avec nos outils derrière. Qu'est-ce que Très tu fier n'as de pas l'impact. encore accompli? Ah, pardon. Qu'est-ce que j'ai pas encore accompli? Bah, la création des moteurs, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais d'un point de vue purement... euh, en fait, c'est dingue. Hein. Il y a rien que je veuille accomplir de très profond maintenant. Tu vois, les grands trucs d'une certaine époque, de, je sais pas, s'affranchir des problématiques financières qu'on peut avoir quand on est jeune, ou je sais pas, sécuriser sa famille, etc. Tout ça, c'est fini. Et donc, pour moi, maintenant, Et c'est c'était quoi, vraiment des... justement, tiens, les trois Ah bah, éléments les plus importants de ta vie dont tu es fier aujourd'hui que tu es allé chercher? bah, pour moi, le premier, c'est vraiment faire en sorte de construire un écosystème où, familialement, on est tous raisonnablement à l'abri, avec une belle vie, etc. Hein. C'est assez simple, tu vois. Plus nous, on n'a pas on flambe pas, on a tous notre maison, notre truc, notre machin, on aime bien se voir pour manger ensemble et tout, tu vois, ça s'arrête là, le truc. C'était vraiment ça le but, et puis après, transmettre aux plus jeunes générations une certaine forme d'exemple, je pense. Euh, c'est plutôt ça, c'est plutôt là-dessus, mais mes fiertés, c'est assez simple en fait. En réalité, c'est pas très flamboyant. Même pour l'argent, à partir du moment où, c'est toujours ce que je dis, j'ai cessé de m'intéresser à combien je gagnais à la fin du mois et essayer de gagner plus. Pourtant, bien sûr, j'ai toujours gagné de plus en plus. À partir du moment où j'ai dépassé genre 2500 balles ou 2600 balles en fait, quand j'étais jeune. Après, pour moi, ma vie n'a plus jamais changé derrière. C'est assez bizarre de se dire ça, mais j'achète de la meilleure nourriture parce que j'adore faire la cuisine. Mais par exemple, les voitures que je possède sont de moins en moins bien au fur et à mesure des années. Alors que je Ouais, pourrais acheter des mieux en mieux. Tu c'est vois. juste que tu t'en fous, quoi. Je m'en fous, mais complètement. Alors qu'il y a 10 ans, pas du tout. Hmm. Voilà. Et donc, non, non, mes fiertés sont vraiment simples. C'est vraiment par rapport à. C'est très familial, en fait. C'est par rapport au fait familial. D'être la sauvegarde, en fait, de la famille. Voilà. Hmm. De la garantir, d'une certaine manière. C'est quoi l'échec qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus appris? C'est plusieurs fois le même, en fait. C'est deux, voire trois fois le même, d'avoir, de ma faute ou de la faute de la personne en question, foiré une aventure entrepreneuriale à cause de se froisser en fait avec un ami avec qui j'avais monté une boîte. Ça arrivait deux Hmm. fois avec des amis proches de monter une boîte et de se rendre compte que ça pouvait pas le faire. Et au lieu de réussir à se quitter bons amis, en fait, que ça explose complètement en vol et au point de plus se parler du tout, etc. Même des fois des inimitiés assez profondes. Casser la relation. Ouais, complètement. Et même encore maintenant, sans comprendre comment on en arrive là, tu vois. En fait, c'est ça qui est le. Et c'est pour ça que je dis, beaucoup plus jeune, je disais, ah, c'est de la faute de machin, tu vois. Mais en réalité, c'est de la faute de personne ou de la faute de tout le monde, je sais pas comment le dire, mais parce que je comprends Exactement. pas comment on en arrive là, tu vois. C'est à un moment donné. euh, et ça, c'est une erreur que je ne fais plus maintenant, je pense. Mais il m'a fallu 2 fois et demi pour apprendre, en fait. Hmm. Parce qu'il y a eu une autre fois où c'était plus borderline, de dire, bah, en fait, on voit qu'on va pas y arriver et c'est pas grave, il faut juste décider que la relation qu'on a, elle est plus précieuse que ce qui se passe en ce moment. Et donc, bah, là, on fait en sorte d'arrêter. Peut-être pendant quelques mois, on est en froid, mais après, ça repart comme avant. Et ça, c'est des trucs que je n'ai pas su faire. La première fois, j'étais jeune, puisque c'était mon premier truc dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ça, pour moi, c'est ça les plus gros échecs. C'est des échecs humains, en fait, de ne pas comprendre qu'une association allait peut-être pas marcher avec quelqu'un que je connaissais très bien. Et au moment où elle marchait pas, de pas savoir faire ce qu'il fallait. Et pareil,
Et en fait, mes autres échecs qui sont un peu moins importants pour moi sont toujours liés au RH, avec des personnes dont j'ai pas su comprendre que ça allait pas, etc., etc. Et toujours OK. pareil, hein, c'est des torts assez souvent partagés. Il y a qu'une seule fois où j'estime que je suis vraiment pas en tort, mais sinon, c'est souvent partagé. En fait, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné où quelqu'un déconne, on peut avoir un comportement qui fait que ça amplifie le problème plutôt que de le résoudre. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Et Ouais. pour moi, c'est vraiment ça le principal problème. Une boîte qui coule parce qu'on n'a pas réussi à vendre un truc et on a perdu de l'argent, et tout le monde a perdu de l'argent, en fait, ça, je m'en fous. Par exemple, pour moi, c'est pas un échec. Mmh. C'est malheureux, enfin, c'est un échec de boîte, mais c'est pas un Ouais, on échec a eu une contre, mauvaise hypothèse, on a bossé, ça a pas marché, point, quoi. voilà, et on fera autre chose. Par contre, une relation qui. Parce que les relations humaines, en fait, il y en a peu des relations humaines de très précieuses dans une vie, donc chaque fois que tu en perds une, c'est important, quoi. Ouais, tu as réussi à dompter les algorithmes, mais tu travailles toujours sur les relations humaines, quoi. Mais ça sera jusqu'à la fin de mes jours, hein. Ouais. Voilà. Si tu peux choisir ton épitaphe en une phrase sur ta pierre tombale, t'écrirais quoi? Putain. Ah, la question. Euh, Je vous l'avais euh, dit, l'IA va nous buter. non, non, non. Je pense que. Alors, en fait, tu ne le sais pas, mais je suis le roi pour faire des blagues de merde, des blagues de daron, comme on dit et tout, Mmh. tu vois. Donc, je pense que ce serait un truc comme ça que je voudrais. Une bonne Pour, blague de daron. pour plutôt montrer l'absurdité de certaines choses. Mais ouais, mais je sais pas, un truc débile. Je mettrais bien Boy, I Wanna Have Fun, mais un truc comme ça, tu vois. Ouais. Voilà, là-dessus, je trouve que je suis pas très sérieux. Puis, j'ai pas beaucoup de. Tu vois, sur ce qui se passe après que je ne sois pas là, en fait, voilà. Ça me Ouais, regarde plus, je suis pas là. Voilà. très bien, je J'espère qu'on se comprends. souviendra de moi, mais en fait, quelque part, c'est pas grave si je serai plus là pour le voir. Voilà. OK. Si tu peux écrire une phrase sur la tour Eiffel, un drap Ah, blanc ça. là, tu écris un mot sur la tour Eiffel qui va être relayé mondialement, tu Rends écrirais quoi? l'argent. Non. euh, t'as de ces questions, dis donc. En fait, il y a que des trucs cucu qui me viennent à l'esprit. Alors, en fait, mais C'est pas grave, hein? je mettrais un message d'amour et de bienveillance. Tu vois. Soyez bienveillants. En fait, soyez bienveillants. C'est le truc que j'arrête pas de dire à tout le monde en ce moment. En fait, on est dans une période depuis 2-3 ans où les gens, il y a beaucoup de tensions politiques, économiques, etc. Et les gens perdent leur bienveillance. Et ça, c'est mon combat de tous les jours sur les réseaux, de dire aux gens qu'il faut être bienveillant, en fait. Ça m'arrive de le dire à des confrères ou des clients et tout, en fait. À un moment donné, il faut garder ça. Il faut rester humain. En fait, il faut Ouais, rester humain. Voilà, c'est ça le truc. Rester humain, le terme. c'est pas mal, c'est beau. T'as vu ça un peu? C'est c'est pour, C'est la philosophie du dernière PMU, hein. ah beh, on est là pour ça, moi Ah j'adore. ouais, tout à fait. Ouais. Et pour clôturer du coup, c'est quoi ta définition d'une vie réussie? Ah bah, je pense que c'est un peu évident vu tout ce que j'ai dit, mais c'est une vie où euh, qui c'est le. Attends, je cherche qui l'a dit. Euh, je sais plus si c'est pas Boris Cyrulnik, ou enfin, je sais plus quel auteur qui dit que son père lui a dit une fois un homme bien ne fait pas ça, tu vois, par rapport au comportement. Mais c'est une vie dans laquelle on a évolué parmi ses proches en se comportant bien avec tout le monde, pour moi. Mmh. Une vie réussie, c'est quand t'es mort, tu vois, t'as peut-être pas d'épitaphe, mais les gens se souviennent de toi même quand c'est pour tes défauts, en fait, ils se souviennent de toi et ils continuent à t'aimer d'une certaine manière, tu vois, dans leurs souvenirs et tout, parce que tu as plus laissé d'une bonne impression qu'une mauvaise, d'une certaine manière. C'est plus par rapport aux autres d'avoir été justement un bon humain qu'autre chose. Parce qu'une vie réussie, en fait, que tu aies gagné de l'argent, pas de l'argent. Je connais des gens qui ont des copains de classe de l'époque et tout. Ils ont pas une thune et tout. Ils ont une vie heureuse comme jamais, etc. Ils ont une vie qui est réussie, pour moi, à tout point de vue. Ils galèrent à la fin de tous les mois, mais avec leurs gamins, ça se passe super bien. Ils s'amusent, ils machin. Quand ils voient les gens, ils ont de jalousie envers personne, etc. C'est une vie, pour moi, c'est une vie réussie, ça, tu vois. Et donc, c'est plus Mmh. par rapport à ça, en fait, c'est d'évoluer comme un bon humain parmi les autres. Voilà. Sylvain, tu es officiellement, à la fin de cette interview Entrepreneur 2.0. Est-ce que tu penses qu'on a fait la meilleure interview de Sylvain Perronnier ever?
Chaque fois meilleure, mais elle est meilleure que la dernière et moins bonne que la prochaine, tu vois. Bon, parfait. Bonne Voilà. réponse. Merci Bah, beaucoup en merci tout à toi. cas, c'était super, intéressant. Petite question que j'ai l'habitude de poser à tout le monde. Qui est-ce que tu aimerais voir dans ce siège et qui va devoir répondre à mes questions, les unes après les autres? À ton avis, avec qui ça ferait, une belle Ouais. conversation? Moi, il y a une personne que j'adore, avec qui, on travaille un peu et tout et vraiment c'est une belle personne avec des choses à dire, que ce soit sur le business ou le reste, c'est Grégory Perrin. OK. Et bah, Heu, Grégory, on va te voilà, contacter, on va t'écrire pour, à ton directeur tour, marketing de Okara, OK, très bien. Et Digitrium. bah, c'est très drôle. Je pense que je pensais à lui il y a quelques jours. Je parlais de lui il y a quelques jours. C'est quelqu'un que Voilà. j'avais déjà, invité, dans un de nos, événements donc ouais, ouais, très bien. OK. Et ben écoute, Grégory, si tu nous Si tu nous écoutes, entends. à tout de Ouais, suite. voilà. Un message pour clôturer cette entrevue, Sylvain? Et soyez humains donc. C'était très bien, hein? Ouais. Et merci à toi, Enzo, pour cette interview différente de celle que j'ai pu avoir ailleurs. Eh beh, merci beaucoup et puis je te souhaite, une excellente, journée, une excellente semaine, plein de réussite dans le développement de ce projet de moteur de recherche qu'on va suivre. On vous met les liens bien évidemment, Babartech, Hibou, et si vous utilisez pas encore Yotex Guru, on vous mettra le lien aussi pour aller l'utiliser. Il faut y aller, attention, hein. C'est surtout parce que c'est utile pour le coup, hein, c'est vraiment très, très utile plus qu'autre chose. On le recommandait, même sans savoir que c'était Sylvain. Donc maintenant qu'on sait que c'est Sylvain, on va le recommander encore plus. Et puis suivre ce projet, voilà, ambitieux, différent, courageux, patriote, souverain, et qui est la Au création de autonome Hibou. stratégiquement, Enzo. Allons. Autonome stratégiquement, voilà. Oh, ouais. Et puis j'espère que ce podcast vous a inspiré, vous a motivé, vous a, emmené dans cet univers de l'IA et dans le monde de Sylvain. 5 étoiles bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. On monte là, on est présent en ce moment, on est 100e, dans le classement entrepreneuriat français donc on avait touché la 40e place, remontons à la 40e place. Pour ça, ça dépend de vous. Il faut laisser un avis, il faut partager cet épisode à un de vos amis. Donc faites-le parce que ça compte. Voilà, soyez un bon humain. Partagez cet épisode Voilà, de podcast à un ami. exactement. Sylvain, merci beaucoup. Je te dis à très Merci à toi. bientôt et plein de réussite. Ciao, ciao. Merci.